Have you seen my F-35? Have you seen my F-35? Mesdames, messieurs, il est 22h02. Ici votre ami Cosmos, vous êtes dans le Cosmos Show. Oui, messieurs et madame, ladies and gentlemen, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Oui, vous êtes une femme ou un homme, une femelle ou un mâle, vous êtes bienvenus dans le Cosmos Show. Si vous êtes pris entre les deux, entre deux feux, vous êtes des cis, vous êtes... c'est pas un gars, je suis pas une fille. Bienvenue pareil. Mais vous allez peut-être trouver le show un peu bizarre. Vous allez peut-être dire, hey, ce gars-là, il pense pas exactement comme nous autres. Lui, il aime ça. Lui, il pense que Dieu a créé l'homme et la femme. Puis le Dieu, il pense que Dieu est parfait, il fait pas d'erreur. Puis si on est comme ça, c'est la volonté de Dieu. Mais non! Moi, je suis entre les deux. Je crois que Dieu fait des erreurs. Je crois que Dieu est des patates. Non, ben, regarde, vous allez voir comment l'autre côté pense. Parce que là, nous autres, dans notre côté, on a des nouveaux amis. On s'attendait pas à ça, puis on est content. Parce que moi, regarde, content, je parle de Dieu, la gloire de Dieu, on est à l'image de Dieu. Mais là, on se rend compte qu'il y a du monde dans une autre religion qui croit en Dieu aussi. Les autres, c'est Allah. Les musulmans, la communauté musulmane diront maintenant... Les amis de la communauté conservatrice, le Cosmos au Québec, au Canada, des nouveaux alliés, eh bien, bienvenue. OK, vous autres non plus, vous voulez pas que ce soit des drag queens qui parlent de sexualité à vos enfants. Hey, on s'entend là-dessus. On s'entend là-dessus, on va se tenir les coudes serrés, ensemble, contre le gouvernement tyrannique qui veut nous imposer l'agenda 2030. Parce que là, il y a la sexualisation des enfants, ça c'est juste un point. Mais sur plein d'autres points, mes amis musulmans, on va s'entendre aussi, parce que tout ce qu'il y a dans l'agenda 2030, vous allez détester ça aussi. La liberté, ça, vous aimez ça aussi, la liberté, peut-être, les musulmans, ou non? Oui? Bon, ben regarde, on est ensemble. Depuis le 20 septembre, la date historique aura tout changé, mesdames, messieurs, dans l'agenda gauchiste. Est-ce que les gauchistes vont se mettre à réclamer moins d'immigration, plus de frontières, ou on va vouloir de l'immigration qui vient de Californie seulement, ou d'endroits ultra-woke? On fera de l'immigration sélective, donc il faudra être dans la communauté LGBTQ pour pouvoir venir au Canada. C'est à prévoir, parce qu'avoir des familles pour lesquelles leurs enfants c'est important, c'est clairement pas intéressant. OK? Donc, les médias sont pris avec la patate chaude. Ils ne savent plus où donner de la tête. Qui doit jaillir? C'est comme le meme du gars qui sait pas sur quel piton peser, ou les extrémistes religieux, ou le mouvement LGBTQ, les musulmans. Mesdames, messieurs, la date du 20 septembre 2023 sera inscrite dans l'agenda ou dans l'histoire comme la date qui a tout changé dans la stratégie gauchiste mondialiste, du moins au Canada. On a eu hier la manifestation 1 Million March for Children qui, à la surprise générale et à ma surprise à moi, a été un succès retentissant qui a fait ressortir, qui a agi comme comment on pourrait dire, comme un agent qui révèle qui est de quel côté et on ne peut plus se cacher. Je vous explique la situation.
Depuis plusieurs années, on a tenté de mettre en opposition les gens qui sont conservateurs, nationalistes, de souche, du moins au Canada ou au Québec, versus les immigrants. Et puis, la gauche mondialiste a tenté d'utiliser les immigrants en leur donnant plein de choses, en les invitant au pays, en leur fournissant des régimes sociaux intéressants, en échange de leur loyauté et de leur vote pour faire avancer l'agenda communiste. De l'autre côté, on a les nationalistes qu'eux autres voient à travers ce jeu-là, comprend bien que les minorités culturelles sont instrumentalisées pour faire avancer l'agenda, et puis il y avait des conflits entre les deux. Moi, je me disais que les pays d'origine dans lesquels les immigrants arrivent, c'est des pays qui sont plus conservateurs, plus religieux que le Canada. Parce que le Canada, il n'y a rien de plus woke que ça. Comme l'Occident, certains pays européens, tout ce qui est le Commonwealth, c'est ce qu'il y a de plus woke, c'est ce qu'il y a de plus anti-catholique. Donc, tous les immigrants qui arrivent d'ailleurs sont nécessairement plus conservateurs. Ils arrivent avec ces valeurs-là, sont plus croyants en Dieu, ils font plus d'enfants. OK? Puis ils arrivent ici, dans ce pays-là, ultra woke, et ce pays woke-là pense que ces immigrants-là vont être loyaux, peu importe la direction que le gouvernement qui les a fait rentrer va prendre. Eh bien, le 20 septembre 2023, tout ça a changé. Parce qu'il y a une manifestation qui était là contre l'endoctrinement sexuel des enfants, donc contre les drag queens qui parlent avec des enfants pour faire ce cours, là, ou l'agenda LGBTQ auprès des bébés, des enfants, pour faire en sorte qu'il y ait le plus d'homosexuels possible dans la société, dans le futur, ou un petit garçon qui serait efféminé, me dit non, t'es pas homosexuel, t'es une fille, fais-toi couper le pénis, puis tu vas devenir une fille, tu vas être heureux après, ou le contraire, une petite fille tomboy, ben là, fais-toi couper les seins, comme ça tu pourras plus avoir d'enfants, fais-toi transformer le vagin en pénis. Comme ça, tu vas faire des millions à l'industrie pharmaceutique. Donc, on laissait la game, là. Donc, il y a eu cette manifestation-là, et ceux qui sont allés à la manifestation, ils étaient en très grande majorité provenant des communautés culturelles, et particulièrement musulmanes. Donc, on peut penser, puis c'est Carl Giroux qui disait ça à Petit Albert hier, puis c'est très certainement vrai, c'est que le mot s'est passé dans les mosquées. Et dans les mosquées, ils ont dit « Allez manifester le 20 septembre avec la population contre l'agenda drag queen avec les enfants. » Et ils se sont mobilisés d'une manière incroyable. On pourrait penser que c'était 80, peut-être 90% de la foule qui était musulmane. Et à notre grand plaisir, parce que là-dessus, on partage les mêmes valeurs. Donc, ça fait que leur stratégie... Donc, on va utiliser les immigrants pour faire avancer notre agenda communiste. Ça ne marche plus à partir du 20 septembre. Et maintenant, il y en a qu'on pensait qui étaient de notre côté. On se rend compte qu'ils ne sont pas, ils ne peuvent plus se cacher maintenant. Puis on voit, tu sais, on dit, il n'y a qu'au pied du mur qu'on voit les vrais durs. Bien, le pied du mur, c'était hier matin. Qui était sur quel côté, s'est révélé maintenant. Le grand champion, celui qui s'en est le mieux tiré, celui qui a pris position avant la manifestation, il était là au début d'une manière indéfectible. Le Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, a été champion. Il a demandé comment ça que Pierre Poilievre n'est pas là, parce que là 2 semaines, c'était le congrès du Parti conservateur. Et puis, ils ont pris des positions... on voit que la base des conservateurs est contre l'agenda LGBTQ pour les enfants, mais dans les hautes sphères du parti, et Pierre Poilievre fait... Regarde, je suis pas lié avec les décisions de mon parti, puis je suis pas obligé de faire ce que mon parti me dit de faire. Donc, lui, il se commet pas. Il veut pas dire qu'il va enlever les drag queens dans les écoles. Il n'est pas prêt à aller là. Puis là, on le sait, on le voit. Et au Québec, on a la même chose. Éric Duhem avec le parti conservateur, supposément conservateur, qui ne l'est pas du tout. Eh bien là, Éric Duhem n'a aucunement fait la promotion de la manifestation, n'était nulle part à la manifestation. Il s'est caché. Mais là, au courant de l'avant-midi, le 20, on a vu que
ça avait beaucoup de succès, que les manifestants étaient au moins 10 fois plus que les contre-manifestants. Les contre-manifestants avaient l'air complètement stupides, masqués, et ils avaient complètement l'air losers, ils avaient l'air des terroristes violents, tandis que les manifestants du côté contre la sexualisation des enfants. Eux autres, c'était des familles qui avaient l'air tout à fait charmants. Donc, pour la bataille de l'image, on l'a emporté grandement. Donc, Éric Duhem, quand il a vu que le côté conservateur l'emportait haut la main dans la manifestation, là, il a fait un tweet pour dire qu'il, oh oui, il supportait ça, mais il était nulle part. C'est un fantôme, mais celui qui s'est fait pogner les culottes baissées le plus, c'est Pierre Poilievre, parce que là, il y a des fuites qui ont sorti qui nous montrent à quel point il n'a pas de couilles, à quel point c'est une fraude, possiblement encore pire qu'Éric Duhem. Regardez bien ça. Donc, ça nous vient d'un média gauchiste de Global News, OK, au Nouveau-Brunswick. Et puis, avant de vous lire l'article, je vais vous passer le petit reportage. C'était pas la plus grosse des manifestations, parce qu'évidemment, c'était une bien plus petite ville. C'était à Moncton. Ça, donc, il y avait la manifestation qui était là. Mais qu'est-ce qui est vraiment impressionnant, c'est que au Nouveau-Brunswick, on avait le premier ministre de la province qui appuyait les manifestants, qui parlait avec les manifestants anti-sexualisation des enfants. Donc, lui, il est ce côté-là. Et puis, on va l'écouter un peu. Je vais vous le traduire. Parce que, hey, on est-tu loin de ici au Québec ou dans le reste du Canada où tous les militants, les politiciens condamnent les manifestations anti-drag queen avec les enfants qui associent à des manifestations anti-LGBTQ, ce qui est absolument pas le cas, d'aucune manière. La seule chose qu'on veut pas, c'est que des drag queens fassent l'éducation sexuelle de nos enfants et qu'on nous pousse l'homosexualité dans la gorge de nos enfants de force. C'est la seule chose que c'est marche for children. OK, c'était clair, mais les politiciens ici, ils attribuent ça à la haine anti-LGBTQ, comme la communiste de Valérie Plante. On l'emmerde. Et puis, donc, toute la classe politique canadienne, Jiang Min-Sing, on l'a vu avec le drapeau LGBTQ, du côté des contre-manifestants, du côté d'Antifa, du côté des défenseurs des pédophiles, comme Justin Trudeau. Donc, tous les paliers de gouvernement municipal, provincial, fédéral ont l'agenda LGBTQ pour les enfants comme priorité, peu importe la population, et même l'opposition officielle, même chose. Donc, je vous présente ici ce qui s'est passé au Nouveau-Brunswick. Donc, le premier ministre a passé une heure. Est-ce que c'est le premier ministre ou un ministre? Excusez. Donc, le premier ministre et le ministre de l'Éducation ont passé près d'une heure à discuter avec les manifestants qui étaient sur le gazon devant le Parlement. Donc, ça faisait partie des manifestations nationales de 1 Million March for Children. Donc, vous voyez les antifas qui ont l'air, la belle gang de losers. Regardez ça. Toutes des obèses, grosses, épaisses, qui ont l'air connes, ils ont tellement honte, la plupart se cachent le visage. OK, si on a ça comme image d'un côté, puis l'autre côté, on a des familles. Tu sais, parce que quand, là, t'es gros, t'es laid, t'es laide, t'as pas de talent, t'es un loser ou une loseuse. OK? L'idéologie transgenre, c'est tentant en tabarnane. Tu passes de loser gros qui n'a pas de vie pourrie à quelqu'un qui est célébré par notre gouvernement. C'est ça leur stratégie. Mais ça n'enlève pas le fait que l'idéologie de gauche, l'idéologie transgenre, dans 90% des cas, c'est pour attirer les losers. Je sais qu'il y a des vrais transgenres qui ont la vraie dystopie du genre, mais c'est comme 1/10 de 1%. Là. C'est pas cette gang de losers-là. Voyons, l'autre côté. Donc, le premier ministre ici, c'est à propos du rôle des parents. Donc, et c'est pas la position que les autres prennent. Puis, de ce côté-ci, bon, on a une femme voilée qui, ici, voilée des pieds à la tête. Ça, c'est pas la meilleure image non plus. Mais pour le reste, on a des familles, on a des gens de tous âges qui sont là pour protester. Ça, c'est juste
Donc ici, le commentateur, il dit, c'est par rapport à ce qui se passe à l'école et puis l'utilisation des pronoms trans à l'école. Donc le commentateur ici de Global fait une assez bonne job, un peu comme TVA a fait hier pour de ne pas insulter un côté ou l'autre, parce que pour les médias, c'est deux groupes protégés. C'est deux groupes dans lesquels ils ne peuvent pas rien faire de mal, ces deux groupes-là. Donc, ils n'ont pas mis des pitettes dédentées d'extrémistes religieux, de violents, vous voyez? Et pourtant, les extrémistes, évidemment, du côté des antifas, mais bon. Mais c'était pas ça l'histoire. Donc, c'était juste pour vous montrer ce qui se passait à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Une petite manifestation, mais qu'est-ce qui est important, c'est ça. Le bureau de Poilievre demande aux députés conservateurs de ne pas parler aux médias sur les manifestations de l'idéologie de genre. Donc, on a le whip du Parti conservateur qui a envoyé un mémo à tous les députés pour les dire « Hey, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là, les manifestations, là? Vos gueules. Vos gueules là-dessus, là. » OK? Comment ça? Pourtant, l'opinion publique est clairement de ce côté-là. Ça va clairement leur donner des votes de se positionner du côté des manifestants, qui était un très grand succès, mais non. Non. Ça va trop loin, là. Là, ça, c'est dans notre plan en haut, là, ils nous disent qu'il faut faire assemblant, OK? Qu'on est contre l'idéologie de genre. LGBTQ pour les enfants, mais dans le fond, on se doit d'appuyer ça parce que c'est là qu'on faut s'en aller pour réduire la population. Puis là, il ne peut plus se cacher, Pierre Poilievre. Le bureau du dirigeant conservateur Pierre Poilievre a envoyé une note à ses députés pour leur rappeler la participation obligatoire à une réunion de caucus en tant que manifestant l'idéologie de genre rassemblée devant le Parlement mercredi. Attendez, c'est un peu mal traduit, là. Participation obligatoire à une réunion de caucus. En tant que manifestant l'idéologie de genre rassemblée devant le Parlement mercredi matin. Global News a obtenu une copie de la note qui comprenait les commentaires précédents de Poilievre sur les questions des droits parentaux et la décision du gouvernement du Nouveau-Brunswick d'exiger que les parents soient informés si leurs enfants souhaitent utiliser un nom préféré ou un pronom à l'école. Donc, au Nouveau-Brunswick, les professeurs doivent informer les parents s'il y a un enfant qui veut changer de genre à l'école. OK? La nouvelle de la note a été rapportée pour la première fois par The Canadian Press mercredi. La note s'ouvre en demandant aux députés conservateurs de ne pas parler aux médias ou de ne pas faire de message sur les médias sociaux à ce sujet. Donc, vous écrivez rien sur Twitter à propos de la marche, que vous appuyez ça, vous évitez ce sujet. Donc, c'est le chef du Parti conservateur qui dit à ses zouaves, OK, à ses députés, OK, puis aux futurs candidats, de se taire sur les sujets des manifestations concernant l'identité de genre pour les enfants. Les manifestants ont des points légitimes à faire et ils jouissent de la liberté de réunion et d'expression pour la faire, peut-on lire dans le mémo. Donc, Pierre Poilievre avait fait cette déclaration-là, il avait dit ça, les manifestants ont des points légitimes à faire et ils jouissent de la liberté de réunion et d'expression pour le faire. Donc, il dit, il y a des gens qui ont des points à apporter, ils peuvent le faire. Ça, c'est le plus loin qui est allé, puis Pierre Poilievre, son équipe du Parti conservateur, a dit à tous les députés de se référer à cette ligne-là. Une deuxième source a confirmé l'authenticité de la note mercredi après-midi. Le mercredi matin, les groupes de travail se réunissent, ce qui nécessite la présence de tous les députés. Si nécessaire, n'hésitez pas à utiliser les Poilievres. Les deux déclarations précédentes pour communiquer avec les électeurs sur la question des droits parentaux. OK, donc, on bâillonne le droit de parole des députés conservateurs sur l'idéologie de genre. Des manifestations et des contre-manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du Canada mercredi pour ce que les organisateurs de la manifestation ont appelé l'idéologie du genre dans les écoles canadiennes. Les organisateurs de la manifestation avaient une liste variée de griefs, mais se sont ralliés à l'opposition à l'éducation des élèves et à l'orientation sexuelle de l'identité de genre. À demander aux parents d'appeler les gens par leur pronom préféré
et les salles de bain mixtes dans les écoles. Donc, c'est tout ce qui a rapport avec la sexualité dans les écoles et les salles de bain mixtes. OK? Les messages font écho aux mesures prises par certaines provinces canadiennes et plusieurs États américains qui ciblent les droits des personnes transgenres. Pas quel droit qui... Non, ça, donc, si ça c'est teinté ici, là, il cible les droits des personnes transgenres. Okay, quel droit, là, ici? Là? On parle d'informer les parents si ton enfant veut changer de sexe à l'école? Anyway. Les contre-manifestants et un certain nombre de politiciens progressistes, dont Jack Mansing, ont pris position mercredi contre ce qu'ils considèrent des mouvements anti-transgenres et anti-LGBTQ2. TQ+2. Anyway. Laissez-moi vous dire une chose très claire. La transphobie, l'homophobie et la biopie n'ont pas leur place dans ce pays. Nous condamnons fermement cette haine et ces manifestations. Et bon, là, donc, ça, c'est les points de gauche. Mais à la fin, Poilievre, il faut croire qu'il est du côté des conservateurs, mais c'est un faux cul comme Éric Duhem. C'est clair comme de l'eau de roche en ce moment. Poilievre et les députés conservateurs ont été beaucoup plus discrets dans leurs commentaires publics sur les manifestations. Le mouvement conservateur social, qui a une certaine emprise au sein du parti et comprend plusieurs députés en exercice, s'est rallié à des questions de droits parentaux dans le passé récent. Ils disent ici, lors de la convention politique de la Ville de Québec au début du mois, les délégués ont voté à une écrasante majorité pour faire de la politique conservatrice visant à limiter les soins d'affirmation de genre aux mineurs. OK? Donc, au Congrès, à 69%, les membres du Parti conservateur ont voté pour interdire les opérations de changement de genre, donc la charcuterie, de couper des pénis, couper des seins, interdit ça à ceux qui n'ont pas 18 ans. Donc, si vous voulez vous faire couper le pénis, il va falloir que vous attendiez à 18 ans. En même temps que vous prenez votre première bière, vous allez pouvoir vous faire couper votre pénis, pas avant. Donc, les conservateurs, ils ont appuyé ça à 69%, mais lorsqu'il y a une manifestation qui va dans ce sens-là, dans la même idéologie, eh bien là, eux autres, ils se taisent parce que dans le fond, ils vont le faire. Ils s'en foutent des membres du Parti conservateur. Ils s'en foutent de ce que vous avez à dire. Il y a juste Maxime Bernier qui a ce courage-là. C'est plate à dire, mais c'est ça. OK? Donc, Pierre Poilievre prit les culottes à terre, a muselé ses députés. Donc, ayez ça en tête tout le temps. Pensez pas qu'il va être là pour vous défendre, Pierre Poilievre. Contrairement au premier ministre du Nouveau-Brunswick. Et certains autres, en Alberta, entre autres. Mais donc, c'est un combat. C'est à tous les niveaux. Et puis, la tête des journalistes a vraiment explosé. Et puis, là, je vais vous parler d'un texte de Richard Martineau. Je vais vous parler de Richard Martineau. La dernière fois que j'en ai parlé, ça a été très, très controversé. Je ne sais pas si vous en souvenez. Il y en a beaucoup qui ne me suivaient pas à l'époque. Parce que, bon, il y a plus de gens qui m'écoutent maintenant qu'avant. J'ai fait une vidéo, il y a à peu près 6 mois, à la suite que Richard Martineau était allé dans une de ses émissions de podcast à Cube Radio, où il disait qu'il était allé trop loin avec les non-vaccinés, puis les récalcitrants, puis qu'il avait utilisé des langages haineux, puis il était allé trop loin, puis il y a bien des points que les complotistes avaient raison. Puis à ce moment-là, quand j'ai entendu ça, j'ai fait « Oh, attends une minute. Moi, j'ai le choix de là, il taper sa tête, le planter, puis le mettre la face devant ses contradictions, d'un côté, ou d'un autre côté, je peux essayer d'être comme du miel, puis faire, ben oui, mon Richard, viens, puis toi, parle plus, ça va inciter d'autres à parler, puis on va faire s'écrouler le château de cartes, un témoignage à la fois. C'est la stratégie que j'ai utilisée, donc je l'avais pardonné, où j'avais utilisé le mot pardon, et ça avait fait grand bruit dans la complosphère. Beaucoup de gens ont arrêté de me suivre à ce moment-là, parce que je voulais pardonner quelqu'un qui venait de notre côté. Vous disiez, ben si t'es le premier à être excusé, on est prêt à pardonner. Mais il y a beaucoup de gens qui, à moi, m'ont pas pardonné d'avoir imité Jésus là-dessus. Parce que, bon, c'est un peu mon inspiration. Je me disais, qu'est-ce que Jésus ferait dans une telle situation? Lorsqu'il sent que quelqu'un qui a été notre ennemi nous tend la main, nous tend une perche, prenons-la, puis essayons de bâtir un monde meilleur.
Mais bon, j'en étais là. Mais depuis ce temps-là, parce que là, on me dit, OK, il nous a donné des points, donc il va être sur notre bord maintenant, puis il va pouvoir travailler avec nous autres. Non, 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 ça n'a pas été ça. Il a dit cette mini-phrase où il disait qu'il était allé trop loin, mais sans plus, depuis ce temps-là, il a écrit plein de honneries stupides, puis il n'a pas dénoncé Big Pharma. Il y a plein de scandales qu'il ne dénonce pas. Il n'a toujours pas dénoncé, par exemple, Hunter Biden, les Biden en général. Il est endormi sur bien des points, mais sur l'identité de genre, on disait qu'il écoutait nos émissions, Petit Albert et moi, et puis les autres de la Résistance dans les dernières semaines, parce qu'il va écrire un texte ici qui s'appelle, qui vit d'aujourd'hui dans le Journal à Montréal. Le texte s'intitule « Minorité religieuse contre minorité sexuelle ». Donc déjà là, dans le titre, on n'a pas d'extrémisme, on n'a pas d'édenté, on n'a pas de touristata, on a, un terme neutre. Entre les musulmans et les trans, le woke ne sait pas qui choisir. Donc, Richard Martineau, aujourd'hui, je vais lire son texte, parce que ça dure vraiment pas longtemps, les textes Journal de Montréal, ça dure 2 secondes. Quand même intéressant, j'aurais comme pu l'écrire. Il fait on dit ça très souvent, donc là-dessus, il est sur la même longueur d'onde que nous autres, Richard. Puis ça, c'est très, 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 très rare. Donc, on y va comme ça. Vous voulez voir un woke figé comme un chevreuil devant les phares d'un auto? Bégayer et chercher désespérément ses mots. J'ai une méthode infaillible qui marche à tout coup. Le choix de Sophie. Ça se fait en 2 temps. Premièrement, vous lui dites que vous avez vu des catholiques extrémistes militer contre les trans. Il va péter une coche. La maudite droite catho qui laisse les trans tranquilles, ils sont contre toute forme de progrès, ces arriérés, contre l'avortement, contre le mariage gay, contre la sexualité des femmes, contre les codes de sexualité à l'école, bande de réactionnaires qui ont investi le Parti conservateur, des culs bénis avec leur gros croc autour du cou. Ils représentent un danger pour la démocratie et les droits des minorités et veulent imposer leur morale rétrograde à tout le monde. Donc ici, il nous résume les arguments de la gauche pour parler des gens conservateurs. OK, déjà là, c'est bon. Une fois que votre woke aura bien ventilé, dites-lui avec un air de dépit, « Ah, oups, désolé, je me suis trompé, c'est pas des cathos extrémistes qui manifestent contre les trans, mais des musulmans radicaux, des femmes voilées. » Vous allez voir, le gars va figer net fret sec. Il va ouvrir la bouche, mais aucun son ne va sortir. Il va tilter comme une machine à boules et que vous aurez trop brassé. Vous avez mis le woke face à ses contradictions. D'un côté, des musulmans voilés qu'il défend bec et ongle car elles sont les représentantes des migrants racisés, héros de la gauche radicale et victimes parmi les victimes. De l'autre, des trans qu'il défend avec autant d'ardeur car ils représentent l'avant-garde de la lutte contre le patriarcat. Un duel à finir mettant en scène 2 minorités ostracisées, l'une religieuse, l'autre sexuelle. Demander à un woke de choisir entre ces 2 groupes, c'est comme demander à une femme de sacrifier l'un de ses enfants pour sauver l'autre. Comme dans le choix de Sophie. C'est lui demander de résoudre un problème insoluble. Le mouvement va-t-il imploser? Si le croyant fondamentaliste était blanc et catho, il n'y aurait pas de problème. Le woke saurait tout de suite quel clan défendre. Mais l'oppresseur qui milite contre la théorie du genre et les cours de sexualité à l'école est racisé et musulman. Du coup, ça place le woke devant un dilemme impossible. C'est un peu ce qui est arrivé hier dans les rues de plusieurs villes canadiennes, dont Montréal. Dans deux manifs portant sur l'enseignement de la théorie du genre, une pour, une contre, on a pu voir des individus, dont des musulmanes voilés, gueulant contre des membres de la communauté LGBTQ, dont des trans. Et des trans gueulant contre ces mêmes musulmanes voilés. Quand j'ai vu ces images à la télé, j'ai sorti mon popcorn. Premièrement, ça c'est la seule bout que je trouve vraiment bizarre dans ton texte, Richard, à date. Parce qu'à date, je l'aime ton texte. Tu sais, je t'ai haï comme gars, là. Je t'ai pardonné un bout. Mais ce texte-là, l'haïs pas. Sauf que quand tu dis, quand j'ai vu ces images-là à la télé, j'ai sorti mon popcorn. Man! Qui écoute la télé? Tu vas voir des images d'une manif à la télé. Man,
Tu sais qu'ils vont juste te montrer qu'est-ce qu'ils veulent. Quand des images d'une manif, mon Richard, là, c'est sur X, sur Twitter que tu vas voir ça. Les gens qui sont live directement sur place ou YouTube, tu regardes des lives, tu regardes pas des images d'une manif à la télé. Tu sais, si t'avais fait ça, là, regarder des images d'une manif à la télé, là, t'aurais cru qu'à Ottawa, là, l'année passée, ben que c'était des néo-nazis, OK, violents, qui étaient là. C'est ça que t'aurais pensé. Puis pourtant, c'était les gens les plus pacifiques qui ramassaient puis qui donnaient aux plus pauvres. Ça a été quelque chose de magnifique. Tu sais, si t'avais fait ça, t'avais regardé à la télé, c'est ça que t'aurais pensé, imagine. T'aurais été assez cave. Fait que ça, c'est le bout le plus cave de ton texte, de dire que t'as regardé des images d'une manif à la télé. C'est la pire place pour regarder des images d'une manif. OK? Parce qu'une caméra, là, de cinéma ou de télévision, là, OK? Ça fait quelque chose de très important. C'est deux choses. OK? Ça montre quelque chose. Ça, c'est le bout important. Puis il y en a l'autre bout encore plus important, c'est le bout qu'est-ce que je montre pas dans mon cadre. Tu sais, mon cadre, je filme ça, il y a du monde à 360 degrés, il y a du monde partout. Moi, je filme qu'est-ce que je choisis de filmer, puis qu'est-ce que je choisis pas de filmer. Puis qu'est-ce que je choisis pas de filmer est aussi important que ce que je choisis de filmer. Donc, c'est très important dans une manif d'avoir plusieurs points de vue différents. C'est pour ça que c'est très important que tout le monde filme, tout le monde mette ça live. Donc, OK. Donc, à part que tu regardes pas des images de manif à la télé, Richard. Ça, c'est stupide. Donc, continuons. Tiens, on va voir comment les woke vont se positionner. Comme me disait l'étudiant en sociologie Philippe Lorac à Cube Radio hier, ce débat cornélien montre les limites de l'intersectionnalité. Man. Là, regarde, je sais pas c'est quoi un débat cornélien. Puis l'intersectionnalité. Regarde, là, vous me perdez. Tu sais, d'habitude, tu parles là, pour les plus épais des épais, mais là, une fois de temps en temps, tu sors une affaire pour perdre le monde. Là. Tu sais, l'étudiant en sociologie Philippe Lorangue. On n'a aucune idée c'est qui. Cube Radio, hostie. Personne n'écoute ça. Hey, sur votre chaîne YouTube de Cube Radio, là, vous avez genre 100 vues par vidéo. C'est pas une référence, mon Richard. OK? Puis le débat cornélien, désolé, je sais pas c'est quoi. Que dit l'intersectionnalité? On sait pas c'est quoi l'intersectionnalité. En tout cas, pas moins. Que toutes les minorités sont des alliés. Or, c'est faux. OK, donc l'intersectionnalité, ça veut dire que toutes les minorités sont des alliés. C'est faux, donc l'intersectionnalité, c'est faux. Anyway. Beaucoup de musulmans voilés se sentent aussi solidaires des trans que Gabriel Nadeau-Dubois se sent solidaire des médias québécois. Se pourrait-il que le mouvement woke implose sous le poids de ces contradictions? OK, on pense pas mal pareil à quelques éléments près, là, comme je ferais jamais de référence à la télé, puis au débat cornélien, là. Mais t'as bien compris l'affaire. OK? C'est que c'est un revirement de situation que les woke n'avaient pas prévu, mais que Capitaine Cosmos avait prédit. Je vous en ai parlé à quelques occasions. Je m'étais même estiné il y a quelques mois avec mon collègue et ami Petit Albert à ce sujet. Je lui disais, les gens qui arrivent aux États-Unis, l'immigration, sont bien plus conservateurs que la population des États-Unis. Donc, les règlements woke, surtout si ça touche l'identité sexuelle de leurs propres enfants, ça passera pas du tout. Eh bien là, voilà, ça passe zéro. OK, on se revoit dans 2 secondes. You there. What are your pronouns? They, them, sir. And you, Argadian. What are your pronouns? Z here. Z here. You? Black woman. Are you serious? Spartans! How many genders? Enough! Let me guess. You must be a woman? Mesdames, messieurs, bienvenue au segment croustillant du Cosmos Show. Oui, le moment tant attendu, bien sûr. Parce que vous savez que dans les médias, il y a une phrase très connue que tout le monde sait. Pour avoir du succès, ce qu'on fait,
un papier ou un article dans le journal. C'est le fameux Sport Smack and Blood. Ils vont t'aimer en Hérode. Excellent citoyen, pas parfait, mais pas loin. C'est Richard Desjardins qui nous parlait de ça. Je parle de l'adage sport, sexe et sang. Lorsqu'on a ces trois éléments-là dans une histoire, ça va être un gros hit. OK? Mais il y a une histoire dans le monde, là, je fais une petite aparté, il y a une histoire incroyable qui comprend ces trois éléments-là. Non, il n'y a pas le sport. Donc, il allait parler d'Epstein dans lequel il y a du sexe, du sang et des célébrités. Donc, le sport serait remplacé par les célébrités, mais lorsqu'on est dans la résistance, on fait des émissions qu'on qualifie de complotistes, l'adage qu'on veut, c'est sexe, complot et politique. Oui, mesdames, messieurs, nous avons ces trois éléments-là ici. Je vous présente, on en a parlé un peu au duo majestique, c'est Lauren Boebert, ici que vous voyez dans toute sa splendeur. Elle est une politicienne américaine du Colorado. Elle est représentante au Congrès, extrêmement populaire, extrêmement charismatique, une pro-MAGA, fan de Donald Trump, avec Marjorie Taylor Greene, c'est les républicaines les plus puissantes, les plus influentes. Et comme vous voyez sur sa photo, Lauren Boebert apparaît bien. Belle femme. Dans la trentaine, très sexy, grosso modo, à peu près l'équivalent de, chez les républicains, de AOC, Alexandria Cortez. Donc, voici le complot, ce qui s'est passé avec elle. OK, c'est une mère de famille, elle a 4 enfants, c'est une femme d'affaires, avant elle était propriétaire d'un bar. Mais elle est récemment divorcée, dans la trentaine. Magnifique jeune femme très puissante, très connue chez les républicains. On doit la faire tomber de tous les moyens possibles et tous les coups sont permis. Roger Stone en connaît longtemps là-dessus. Et maintenant, elle a été dans l'actualité. Je vais vous raconter l'histoire depuis le début. C'est qu'elle a été... Donc, elle est nouvellement divorcée, je vous disais. Et maintenant... Et donc, célibataire sur le marché. Donc... Elle peut avoir des dates, se faire un nouveau chum, des choses en même. Puis là, ce qui est arrivé, elle avait une date avec un gars. Ce gars-là, qui est inconnu du grand public, là, on commence à le connaître un peu avec ce qui sort. C'est un propriétaire de bar dans le Colorado, donc connu dans sa communauté, donc un homme d'affaires également. Elle a été propriétaire de bar dans son ancienne vie avant d'être en politique. Lui, c'est un propriétaire de bar aussi. Il se connaissait peut-être d'avant de ça, mais la chose qui est importante, c'est qu'ils ont eu une date ensemble. Lui, propriétaire de bar, elle a déjà été propriétaire de bar. Là, on va retrouver les images qui ont fait scandale. Je vous les montre ici. C'est, voici. Donc, quand on a entendu parler de ce scandale-là, c'était ça. Il y a une caméra de sécurité qui est installée pour filmer dans le noir, dans un théâtre, dans une comédie musicale. Pour la comédie musicale Betelgeuse, on est à la représentation de 22 heures. Donc, il n'y a pas d'enfants dans la salle, il fait noir, et comme des adolescents, le propriétaire de bar en profite pour pogner les gros seins de Lauren Boebert, qui semble tout à fait juteux. Et, regarde, je ne lancerai pas la première pierre. Et bon, une date, la fille, elle a un décolleté, elle est belle comme un cœur. Mais bon, là, l'image là est loupée, puis au ralenti. Puis là, on voit qu'après, que lui, il pogne les seins, elle n'aille pas ça. Puis elle lui frotte l'entrejambe pour vérifier savoir si c'est un rouleau de 30 sous, si c'est un rouleau d'une pièce, de 2 pièces qu'il y a dans les poches. C'est ce que nous saurons, mesdames, messieurs. Mais ça c'est là, vu que c'est loupé, c'est ça qui a fait scandale. Donc, elle apparaît pas bien, mais en même temps, elle n'est pas en train de twerker devant des enfants. Elle n'est pas en train de tromper son mari. C'est juste une fille dans une date qui est un peu inappropriée dans un théâtre. Donc, il y a ça comme histoire. Le gars, on ne sait pas c'est qui,
Mais là, les gens s'interrogent, attendez une minute, là. Les gens tentent de faire tomber toutes les personnes conservatrices. Et puis, elle se retrouve en état d'ébriété dans un lieu public, dans un endroit où il y a une caméra qui est faite pour filmer dans le noir, avec un homme qu'on ne connaît pas, qui est propriétaire de bar. Là, c'est ce qu'on avait vu, puis l'histoire, c'est qu'elle va se faire mettre dehors du bar. Et puis, là, elle ne sera pas contente. Elle va envoyer un finger au propriétaire du théâtre. Elle ne se fait pas mettre dehors du bar, mais du théâtre. Parce qu'elle vapotait également. Puis là, ils ont décidé de la mettre dehors. Voici les images qui ont été aperçues à la sortie du théâtre. OK? On voit l'homme en question, le propriétaire de bar, qui, lui, ne semble pas en état d'ébriété. Tandis que Lauren Boebert, elle semble elle marche croche comme une fille saoule. Donc, on a le droit d'être sous dans la vie. Mais, la républicaine probablement la plus puissante aux États-Unis, avec Marjorie Taylor Greene puis peut-être Carrie Lake, mais Carrie Lake n'est pas élue, mais donc c'est elle la personne à abattre. Et saoule dans un endroit public, puis elle peut se faire filmer. Fait que là, il y a bien des gens qui croient que ça pourrait être un coup monté. Puis on a des exemples de ça. Pourquoi on pourrait penser que c'est un coup monté? Voici ce qu'on a vu, ce qu'on a appris. Je vous l'ai fait traduire ici. On a rencontré Lauren Boebert à l'aéroport. C'est TMZ qui nous présente ça. Donc, TMZ, c'est leur spécialité de présenter des vidéos de vedettes à l'aéroport. Donc, on a elle qui débarque de l'avion, puis il y a un paparazzi qui est là, puis il demande « Comment, pour passer une semaine tough, qu'est-ce qu'il y en est? Puis là, je vais vous la mettre ici, comme ça, sous-titré. I know it's, been a rough week. Or has it been? It's always hard whenever there's gravity put on the voters. I'm here to provide levity and lift burdens off of people. So anytime that they're carrying mine, it's something that kind of feel deep inside. But ultimately, all future date nights have been canceled, and I learned to check party affiliations before you go on a date. But all in all, it was. Attendez une minute. Donc là, ce qu'on a appris à date, là, c'est que le pognon de boule de la comédie musicale, il n'y aura pas un autre date. Donc, non, il n'y aura pas... ça a mal tourné à le poignarde ici. Elle dit non, il n'y aura pas d'autre date avec lui. Pourtant, au moment qu'on a filmé ça, elle avait l'air bien du fun. Elle pognait le paquet. Elle danse un peu pactée. Elle vapote. Et là... Là, elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose de pas correct. En tout cas, elle a droppé le gars. Puis, le plus incroyable ici, c'est qu'elle va nous dire va falloir que je regarde les affiliations de partis avant mes dates. On la réécoute ici. And I learned to check party affiliations before you go on a date. But all in all, Donc, ce qu'elle nous raconte ici, c'est que elle s'est rendue compte que le gars, c'est un démocrate. Il y a deux partis aux États-Unis, républicains et démocrates. Puis elle, ça vient nous dire au paparazzi, bon, ben, le gars, là, il n'y aura pas de deuxième date, il est out. Puis il va falloir que j'apprenne à regarder c'est quoi les affiliations de partis avant une date. Là, premièrement, je vais vous dire une affaire, c'est la bout qui me fait le plus chier dans toute cette histoire-là. Parce qu'à date, tu sais, voir une fille se faire pogner les boules dans un théâtre, la fille est célibataire dans une date, OK, c'est un peu disgracieux, mais tu sais, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, évidemment. On s'en fout. Pas ça l'affaire. Mais elle, c'est la républicaine la plus connue aux États-Unis, grosso modo. En tout cas, la plus haute sur le marché du célibat. Ça, c'est sûr et certain. N'importe qui va avoir une date avec, c'est qui, Lauren Boebert? Une superstar. Tout le monde sait c'est qui. Une des politiciennes les plus connues aux États-Unis.
Donc, elle, si elle va, elle demande une date, je sais pas, elle était sur Tinder ou quoi. Ah, lui est cute. Ah, ben lui, ah oui, il était propriétaire de... Ben, je sais pas, ils se sont rencontrés où. C'est sur Internet ou ils se connaissaient déjà d'avance. Puis elle parle pas de politique avec, elle sait pas que s'il est woke. Fait qu'elle a laissé... Moi, du gars, c'est ça le bout qui m'écoeure. Elle a laissé ses seins se faire pogner. Regarde, il y a des centaines de milliers, probablement des millions de républicains qui auraient voulu avoir une date avec Lauren Boebert pour lui pogner les seins, comme le propriétaire de bar du Colorado. Mais non, ça va être avec un woke de démocrate qu'elle va avoir une date. Ça, là, Lauren, je le prends pour. Ça, c'est non. Il y a assez de républicains qui ont de l'allure, du monde conservateur, à qui tu pourrais avoir du fun dans une date. Parle pas de moi, là, moi je suis avec Madame Cosmos pour l'éternité et plus. Je pense aux autres. Ça, c'est non. Mais bon, une fois que ça c'est dit, il ne devrait pas avoir des dates avec des woke. OK? Puis même les woke ne devraient pas avoir des dates avec des woke, parce que si vous voulez fonder une famille, c'est juste avec une manière conservatrice, pas avec un woke qui va dire hey, on va aller dans un échange de couple trans, Barbada va être là. Tu ne feras pas des enfants forts, là. Tu sais? Mona de Grenoble, il arrive avec sa hache, puis tu sais, si vous avez une date puis le gars vous propose ça, vous savez qu'il ne fonderait pas de famille. Donc, si vous voulez fonder une famille, mais elle, Lauren Boebert, peut-être qu'elle ne pense pas de même parce qu'elle a déjà une famille. Elle a déjà des enfants. Fait qu'elle ne pense pas qu'il faut que je fonde de quoi. Fait que là, même si elle est républicaine, elle va sortir avec un démocrate. Mais bon, passons. C'est pas ça le bout qui est le plus important. Elle nous dit qu'elle a droppé le gars puis que c'est un démocrate. On a appris ça. Maintenant qu'on sait ça, elle était dans un lieu public avec une caméra prête à filmer dans le noir, avec une caméra placée exactement au bon endroit. On a tous les éléments ici pour avoir l'impression que c'est un coup monté. Et c'est la journaliste Liz Crokin, l'infâme Liz Crokin, qui, grosso modo, c'est elle qui a parlé en premier ou qui a parlé le plus fort et le mieux de Pizzagate. Donc, elle était extrêmement reconnue dans le monde des médias. Puis là, elle a réalisé que ce qu'il y avait dans Pizzagate, c'était vrai. Puis elle n'a jamais reculé. Puis elle a parlé de ça. Fait qu'en parlant de ça, elle a perdu tous ses contrats mainstream, mais elle est toujours aussi excellente. Elle a fait des films, entre autres. Elle en a fait un sur Britney Spears qui s'appelle Slave Princess, qui est excellent. Puis elle a fait également le très succulent film The Shadows, Under the Shadows, Behind the Shadows, Out of Shadow de Liz Crokin. C'est excellent. Donc, elle, ce qu'elle nous dit ici. Lauren Boebert affirme qu'elle ne savait pas que son rendez-vous qu'il avait ploté au théâtre était un démocrate. Elle a également dit qu'elle n'aurait pas d'autre rendez-vous avec elle. J'ai posté il y a 2 jours que cela contenait tous les marqueurs de configuration et je crois en soi-disant rendez-vous était dedans. Cette nouvelle information soutient ma théorie. Donc, elle dit ici que ce serait un coup monté. Donc, si on va voir son tweet original où elle exprime ça, je le fais traduire par Google. Des fois, la traduction n'est pas terrible. Donc, on y va. Il s'avère qu'un homme mystérieux il s'avère que l'homme mystérieux que Lauren Boebert est un propriétaire de bar démocrate. Si j'étais un passionné de paris, je parierais que ce type a été payé pour la piéger. Elle vient de divorcer, elle est vulnérable. Ce mec entre dans sa vie, la charme, la séduit, puis probablement la fait boire et l'amène en public, mise en scène. Il incite ensuite, en la caressant dans le théâtre, doté de caméras de vision nocturne. Ensuite, tout l'incident est rendu public dans ce qui ressemble à une vidéo haute définition dans le but de nuire à sa réputation. Tout cela est bien trop pratique. Que son rendez-vous en fasse partie ou non, cela semble être une configuration bien coordonnée. Ces types de tactiques et de pièges sont utilisés tout le temps, je le sais. Puis là, il y a quelqu'un qui répond ici à
à Liz Crokin, c'est intéressant aussi, c'est un partisan de Donald Trump. Il dit, puis lui ici, il dit, pour rajouter une pièce à ce casse-tête-là, il dit, la presse partisane puis l'armée de partisans de Ron DeSantis sur Twitter ont été alertés de cette histoire avant qu'elle n'apparaisse et étaient prêtes à présenter leur argument moralisateur dès qu'elle était parue. Rien de tout cela n'était organique. Boebert a été violé. Donc, je ne sais pas à quel point, lui, c'est une source fiable, mais ça me semble que ça a beaucoup de bon sens, que c'est un genre de setup qu'on a pris au piège Lauren Boebert et elle s'est, regarde, a tombé dans le piège. Ça, c'est un coup des mineurs. Ça, là, je vais vous référer à Lance et Compte saison 1. Pierre Lambert. Il a des problèmes avec son entraîneur. Puis là, la belle journaliste, elle dit, regarde, viens Pierre, viendrais-tu, on va aller prendre un verre ensemble pour qu'on se parle. Puis là, il fait boire Linda Hébert, l'infâme Linda Hébert va faire boire Pierre Lambert. Puis là, Pierre Lambert, il va tout blaster son coach. Puis là, elle va écrire ça dans le journal. Puis là, Mercier va être en tabarnak. Puis là, je vais vous mettre l'extrait. Vous allez vous en rappeler. Moi, il faudrait que je ferme ma gueule quand un trou de cul va vendre la vie privée d'un coéquipier à une journaliste pour avoir sa petite face d'hypocrite en première page. Et les gars de même, c'est pas des hommes. C'est des suceux de cul à le moment. Ça n'a pas de queue entre les jambes. Les gars de même, ça me fait vomir quand je les regarde. Ça n'a pas de place dans mon équipe. Ça ne mérite pas d'avoir un uniforme. Non, non. Non, non! Il y a un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écoeure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Donc, c'est ça. Donc, Lauren Boebert, elle va s'en tirer. C'est pas la fin de sa carrière politique, mais donc ça a été le scandale sexuel de la semaine et ça m'a tout l'air d'un setup sexuel comme on fait à Russell Brand, à Tim Ballard. Eh bien, maintenant, même les filles, ils peuvent se faire prendre. Donc, c'était le petit bout de sexe. Je vous reviens dans un instant. Mesdames, messieurs, le moment tant attendu, la chronique du Corbeau, c'est l'heure. Bonjour le Corbeau, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, Cosmos, mes hommages à toi, salutations à tous. Thank you. Donc, on est en septembre, toi tu travailles dans le milieu de l'éducation, professeur depuis bien des années, puis tu devrais nous parler de ça. Je pense que ça va très très bien, n'est-ce pas? Comment ça se passe la rentrée cette année? Écoute, ça va tellement bien. Non, écoute, moi je suis éducateur spécialisé de formation, fait que moi je travaille avec les élèves qui sont en difficulté, soit d'apprentissage ou qui ont des problèmes de comportement, d'adaptation au niveau social, des trucs comme ça. Mais je te dirais qu'avec toutes les coupures qu'il y a eu depuis plusieurs années, écoute, on vit d'un quotidien assez impressionnant. Là, ça n'a pas de sens. On est surchargé. L'école, ce n'est plus ce que c'était, là, vraiment pas. On a des élèves qui ne devraient pas être au régulier, qui le sont. Parce que pour un paquet de raisons que je pourrais pas expliquer, parce que faudrait que je fasse 15 chroniques, puis ça serait trop compliqué, puis les gens, ils trouvent ça peut-être un peu trop long. Parce que, tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le milieu de l'éducation, comme un langage, hein, c'est comme dans le système hospitalier, il y a comme un langage aussi. Mais c'est ça, tu sais, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, l'école, puis moi, je m'amuse à l'appeler comme ça, moi, j'appelle ça l'école athlète. Pourquoi est-ce que j'appelle ça l'école athlète? C'est parce que l'école, c'est plus une institution de savoir, c'est une institution qui va dispenser de l'apprentissage, des compétences puis des qualifications, orientée vers les besoins de l'économie, mais ça, je pourrais faire une autre chronique là-dessus, et puis orientée vers des idéologies qu'on va parler aujourd'hui, justement, là. C'est ça, tu sais, des idéologies
Est-ce que tu avais une question? Ben ouais, mais je me suis, tu sais, il manquait beaucoup de profs, puis là, tu sais, on dirait que le thème de l'école depuis 30 ans, c'est on baisse la barre continuellement. Oui. On baisse la barre pour passer les années, pour les examens, on baisse la barre pour les profs. Puis maintenant, on en a manqué tellement cette année que grosso modo, n'importe qui a un secondaire 5 pouvait se présenter pour avoir un job en enseignement. Comment tu vois ça avec le staff à l'école? Y a-tu des petits nouveaux qui sont pas qualifiés? Puis comment les autres professeurs réagissent à ça, par exemple? Ben, écoute, Cosmos, bien simple. Moi, dans le fond, mon rôle à moi, souvent, c'est d'accueillir les nouveaux profs et de les former un peu au code de vie de l'école, parce que chaque école a sa façon de fonctionner. Mais non seulement ça, c'est que faire la gestion de classe, là, ils n'apprennent pas ça à l'université. Puis comme on a des classes qui sont vraiment disparates, tu as des élèves qui sont excessivement forts, des élèves excessivement faibles, ben le prof, à un moment donné, il ne sait plus trop comment... Puis, tu sais, au niveau du comportement, tu sais, comment ne pas aller alimenter le comportement inadéquat en classe. Des fois, le professeur, il ne sait pas comment faire et comment gérer ça. Fait que nous, ça fait partie de notre rôle aussi d'accompagner le prof là-dedans. Mais quand on a trop... Moi, je ne peux plus rencontrer mes élèves qui sont à risque, qui ont des problématiques de consommation de toutes sortes. Là, beaucoup d'anxiété depuis le COVID, on le sait. L'anxiété, ça a été dans le tapis que ça a monté dans les écoles, les tentatives de suicide. Moi, j'ai des cas d'élèves là, qui sont en protection contre le suicide là, pour les protéger là, d'eux-mêmes. Fait qu'on est dans des problématiques extrêmement lourdes de santé mentale que l'école est pas outillée, parce que moi, dans le fond, là, je suis éducateur spécialisé, je ne suis pas un thérapeute, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un psychiatre. Mais je pourrais diagnostiquer plein de jeunes, par exemple, parce que je connais ça. Mais c'est ça, parce que j'ai pas le papier, évidemment. Là. Mais c'est ça. Puis là, quand on parle de bureaucratie, ben là, ça c'est un autre débat, ça n'a pas de sens. Là. Pour envoyer un jeune dans une classe spécialisée, avant, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut redonner le respect à l'institution qui est l'école. Puis maintenant, l'école, là, n'importe qui peut débarquer. Puis c'est pour ça que je parlais d'école athlète tantôt. C'est que n'importe qui peut débarquer et dire moi, je suis pas d'accord avec ça. Puis là, fait que là, les directions d'école sont un peu. Ils veulent se protéger d'avoir une plainte au protecteur de l'élève. Puis là, on est toujours dans une structure qui est hey, on peut-tu faire les choses simples? Puis faire confiance aux enseignants, les laisser enseigner, un peu comme les médecins qu'on n'a pas laissé traiter pendant la COVID, là, mais c'est la même chose. Oui, mais en même temps, laisser faire confiance aux professeurs, mais si on engage n'importe qui a un secondaire 5 qui la semaine passée travaillait à la shop, on ne va pas le laisser à lui-même et faire confiance à lui nécessairement. Tu sais. Ah oui, ça, OK, ouais, ça, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, qu'est-ce que je te parle, c'est qu'à un moment donné, ça, là, ce manque de confiance-là envers le système scolaire, c'est pas nouveau, là. C'est pas, puis la pénurie de personnel, là, c'est pas nouveau non plus. C'est pas venu avec le COVID, ça s'est accentué, mais avant la COVID, il y avait une pénurie d'enseignants. Moi, écoute, avant la COVID, là, j'ai vu des profs arriver qui étaient pas formés, là, tu sais, puis qui pouvaient quand même pas commencer à travailler. Mais tu sais, c'est ça. Fait que oui, effectivement, on a beaucoup de professeurs comme ça qui sont pas formés, qui ont des maîtrises, mettons, en mathématiques, mais qui ont jamais géré une classe. Fait que tu sais, mais tu as beau avoir des connaissances en mathématiques, t'es un bon prof de maths ou tu sais, quelqu'un qui est super. Excusez, j'ai ma chatte qui miaule, ça coûte. On est habitué ici, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Fait qu'on se ramasse avec un paquet de personnes comme ça qui sont bien vaillantes. Là, je veux dire, les autres, ils veulent participer à l'effort de guerre. Là, ouais. Parce que je l'appelle l'école de brousse aussi. Là. Ouais, on est vraiment comme en gestion de crise constamment. Quand je te parlais que l'été, on était en convalescence un mois, puis en vacances un mois, ben c'est ça. Faut qu'on prenne du temps pour nous des fois parce que ça n'a pas de sens. Écoute, moi, les 4 premières pédagogiques Cosmos, là, j'ai pas fait le travail que j'étais supposé de faire. J'ai déménagé des meubles, parce que là, il manquait de bureaux. Fait que là, il fallait déplacer des meubles à certaines places. Ouais. Parce qu'il y avait, nous autres, on est une école qui est en augmentation de clientèle. Donc là, on a presque plus de locaux.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les écoles, quand ils sont bâtis à 80% de capacité. Puis là, nous autres, on est rendu à 100% de capacité, donc on dépasse de 80% de capacité. Ce qui est ridicule en soi. Fait qu'on bâtit toujours les écoles trop petites pour pas dépenser trop, mais au final, là, ils vont mettre des roulottes parce que là, on n'a plus de place. Ouais, Ça, c'est la... mais dans quelques années, ça risque de rebaisser parce que on voit le taux de natalité qui est vraiment en C'est baisse. sûr. D'ici 5-10 ans, ça va commencer à apparaître là, dans les écoles, à mon avis. Là. À moins qu'ils fassent rentrer tellement d'immigrants, ce qui est possible aussi. Et pour que ça voilà, soit tous ben les là, immigrants nous qui soient dedans. là, nous autres, on le vit parce que là, on a beaucoup d'immigration qui est à mon école. Moi, je suis d'un Basse-Laurentide, je suis à Mirabel. Fait que c'est sûr que, ça, c'est pas... la question, c'est, est-ce qu'il faut vraiment... moi, je pense qu'il faut redonner le respect à l'institution qui est l'école. Vraiment. Comment ça veut dire, pour moi, c'est un mot... c'est abstrait, redonner le respect. Ça veut dire quoi? Dépenser plus pour l'éducation? Parce que si les profs, si on n'est pas capable de payer les profs, on n'est pas capable de les garder, tout est vétus, ça veut dire qu'on dépense pas assez en éducation ou ça coûte pas assez cher aux parents, je sais pas, là. Écoute, moi, quand je parle de respect, je parle de plus, souvent, ce qu'on a comme problématique à l'école, c'est souvent des parents qui vont être insatisfaits du service qui est donné à l'élève, sauf que c'est l'école de brousse, là, tu sais. Puis, nous, en tant que professionnels, on a une lecture de, mettons, d'un jeune, qui devrait aller dans une classe spéciale, qui ne devrait pas être au régulier, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les fait passer d'année en année, même s'ils ne réussissent pas. Puis, quand tu parlais de nivellement par le bas, puis là, nous autres, on dit, c'est pas le bon service pour cet élève-là. Mais là, le parent, lui, peut décider, c'est dans son droit de dire non, moi, je veux qu'il reste au régulier. Et là, le jeune vient désorganiser une classe, d'autres jeunes qui veulent apprendre. Fait que, faut redonner ce respect-là, aux gens qui travaillent là puis qui ont les connaissances. Puis comme, oui, tu avais raison de dire tantôt que oui, en ce moment, on a des profs qui ont certaines connaissances ou des fois qui sont non légalement qualifiés, mais moi, je pourrais te dire que j'ai des non légalement qualifiés qui sont super adéquats aussi en classe. Oui, ça, c'est ça aussi. Là, fait que ça, c'est une autre réalité. Mais ça, écoute, on pourrait s'en parler longtemps, Cosmos. Moi, de ce que je voulais parler, c'est que, parce que, tu sais, ça, c'est dans le quotidien, mais l'école est instrumentalisée. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis des années, le politique se mêle constamment de ce qui se passe dans nos écoles. Et puis, si tu peux mettre la petite vidéo, parce que tu sais, quand on parle d'instrumentalisation de l'école, c'est de rentrer des idéologies qui n'ont pas nécessairement rapport avec l'apprentissage des fondamentaux. Mettons, tu sais, on parle de sciences ou d'économie ou de français, de langue, d'histoire. Fait que il y a ici, c'est une vidéo sur BFM TV. Écoutez, c'est quand même un média en France qui est très... juste un instant. Est-ce que... Juste un instant, ce sera pas long. C'est un média en France qui est mainstream, là. Et puis, elle, c'est une enseignante, ça fait 20 ans. Elle a un regard assez critique de ce qui se passe dans les écoles. Puis je vous dirais qu'au Québec, c'est comme ça aussi, là. Tu sais, c'est quasiment copier-coller. Je sais pas si vous vous rappelez, pendant les mesures COVID, quand la France instaurait quelque chose, le Québec l'instaurait tout de suite après, là. Fait que, tu sais, on vit à peu près la même chose ici au Québec, avec certaines idéologies. Fait que tu peux partir la vidéo, puis les gens pourront l'écouter après à la grandeur. Je pense que c'est 8 minutes en tout. Là, c'est un petit 2 minutes. À trier les déchets, c'est bon? À connaître, je sais pas quoi, le nombre d'éoliennes dans le parc français. Non, mais le nombre d'éoliennes, mais trier les déchets, pourquoi pas, non? Alors, trier les déchets, il me semble que c'est... Est-ce contradictoire avec le fait d'apprendre de la géographie ou de l'histoire? Ça prend du temps. C'est-à-dire qu'au moment où on enseigne aux enfants à trier les déchets, même si ça prend une demi-heure, même si ça prend 1 heure, c'est une demi-heure qu'on ne consacre pas à apprendre la géographie de la France. Moi, j'ai des élèves de CM2 qui ne savent pas placer les fleuves, qui ne savent pas placer le relief de leur pays. Et par contre, oui, alors ils me font la morale quand je mets le trognon de pomme dans la mauvaise poubelle. C'est devenu moralisateur, l'éducation nationale? Ah bah oui, ça véhicule une morale qui se dit républicaine,
mais qui en réalité est une morale, pour le dire crûment, de gauche. C'est-à-dire au sens où elle est égalitariste. Elle dit en permanence, quand on enseigne la géographie et l'histoire en France aujourd'hui, on parle d'inégalité en permanence. Les enfants sont considérés comme des victimes d'un système. On leur dit que s'ils sont dans telle école, dans tel quartier, c'est parce que il y a des gens qui dominent, il y en a d'autres qui sont dominés, etc. Et c'est un discours qui est véhiculé d'ailleurs par toute la classe politique en permanence. Il n'y a pas que l'école. Mais, attendez, Lisa Amenircic, je voudrais quand même comprendre. On a l'impression que la politique est rentrée dans les classes quand on vous écoute. Bien sûr. Mais elle est rentrée dans les classes depuis très longtemps. C'est-à-dire que l'école française est, depuis le début du XXe siècle, la fin du XIXe siècle, considérée comme un instrument de fabrication du républicain. Monsieur Macron l'a redit dans sa dernière interview. L'école est là pour fabriquer des petits républicains. Je termine cette phrase. Ça me semble important. L'école est considérée comme une fabrique du républicain. Monsieur Macron a redit dans son interview quelque chose qui se dit depuis toujours, que l'école était là pour fabriquer des citoyens. Donc l'école est au service de l'État. Il me semble que c'est l'État qui est au service de l'école. Mais est-ce que l'école n'est pas là aussi pour fabriquer des citoyens, en effet? Il me semble que, je sais pas, on va en Angleterre ou on va en Belgique, qui sont des monarchies. On fabrique pas des petits républicains et ça se passe bien. Il me semble pas que les petits Anglais ou les petits Belges soient moins instruits que les petits Français. C'est pas une question de république. J'ai rien contre la République. Je suis ravie de pouvoir voter. Je suis ravie de vivre en démocratie. Mais il me semble qu'avant d'enseigner aux enfants que la République c'est l'alpha et l'oméga de la vie, on leur enseigne les mathématiques, on leur enseigne le français, la grammaire, leur propre langue. C'est bon. Excellent. Moi, je ne l'ai pas entendu, mais c'est pas grave. Je sais que je sais à peu près ce qu'elle a dit. Là. J'avais écouté à quelques fois. Là. Fait que, tu sais, on voit ici, là, tu sais, quand on parle, tu sais, on a parlé du réchauffement climatique là, pendant le débat là, dimanche passé. Là. Mais on est vraiment là-dedans. Hein, tu sais, c'est tout est installé, est imbriqué dans l'école, dans l'institution, l'école, pour pas que les jeunes apprennent les vraies affaires dans la vie. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, tu sais, ce qui est important, tu sais, puis moi, je veux qu'on mette l'emphase sur le temps qu'on prend pour apprendre aux jeunes à, tu sais, tout ce qui est, tu sais, parce qu'elle parlait plus comme d'écologie, là, mais tu sais, on pourrait parler du transgenrisme. Tu sais, toute cette idéologie-là qui est dans le nouveau cours, là, je t'ai envoyé un autre lien aussi, là, qui est le cours d'éducation à la sexualité. C'est le journal, l'autre journal, qui est un journal de gauche en passant, mais qui critique cette idéologie-là. Ça m'a surpris parce qu'eux autres, au niveau écologique, sont très, très pro-réchauffement climatique, tout le discours médiatique, mais concernant l'idéologie du transgenrisme, et là, c'est un collectif de parents qui ont écrit une lettre puis que l'autre journal a fait paraître. Je ne sais pas si tu peux juste la mettre. Je ne sais pas. C'est-tu quelque chose du Journal de Montréal? Non, c'est l'autre journal. Il y a un petit logo rouge là, avec un A en noir. Toi, tu le verras peut-être pas sur le lien. Je ne l'ai pas sur Telegram. Là, je vois pas. Moi, je te l'ai envoyé tantôt. Mais c'est pas grave, Cosmos. Ce qui est important de savoir, c'est que l'école a été détournée de sa mission première. En fait, c'est d'élever les élèves, d'élever la conscience. C'est ça. Tu sais, quand tu parlais de nivellement par le bas tantôt, c'est un peu ça. Écoute, quand moi j'ai des profs qui font des stages à l'école, puis qui sortent de l'université, là, puis ils commencent à venir. Puis là, les profs à l'université, ils leur disent, ben là, c'est toi qu'il faut qu'ils motive le jeune à vouloir apprendre. OK? Fait que là, le prof, il est responsable de la motivation du jeune pour qu'il apprenne. Ouais. Fait que là, il y a quelque chose qui marche pas à l'école, là. Je veux dire, c'est pas au prof. Un jeune est supposé arriver à l'école, puis de s'installer en classe, puis le prof, lui, là, tu sais, puis c'est pas de donner un aura, comment je pourrais dire, aux profs, puis tu sais, qui ont toujours raison. C'est pas ça, parce que, tu sais, moi, souvent, j'ai des discussions avec mes enfants, tu sais, des fois, là, je débat avec eux autres, parce que là, ils apprennent des choses à l'école, entre autres sur la sexualité, des trucs comme ça. Puis là, moi, je leur dis, écoute, là, c'est pas ça la réalité, là, tu sais, ce qu'on te montre à l'école. Mm-hmm. Fait que, tu sais, faut vraiment le temps
prendre le temps comme parents aussi de discuter avec nos enfants de ce qui se passe à l'école parce que c'est vraiment pas drôle. Toutes les idéologies qui sont inculquées à l'école, surtout là, ce qui est la plus délétère, c'est le transgenrisme. Là. Ça, c'est... Les jeunes arrivent sur des plateformes numériques puis ils se complaisent dans des réalités qui sont complètement loufoques, là, tu sais. Fait que, écoute, c'est complètement fou, là. Ben, moi, ma stratégie que je fais avec mes enfants pour contrer le wokisme, je sais pas si ça marche ou à quel point. Pour l'instant, oui, ça marche, là. C'est que je leur parle des questions qui vont parler à l'école, que je sais qu'ils vont leur inculquer une idéologie woke, mais j'en parle en prévention. Puis je leur explique, regarde, l'école est là pour ça, c'est ça qu'ils vont vous dire, mais dans la réalité, c'est ça. Si tu vas avoir des bonnes notes, réponds ça, mais sache que ça, c'est de la propagande. Ça, tu sais, donc, puis mes enfants sont rendus bons à le savoir. Ils disent, OK, ça, c'est un prof woke, celui-là, elle n'est pas trop woke. Là, il m'arrive là, après-midi, c'était woke à côté, tu sais, fait qu'ils savent un peu. C'est un peu comme les messages subliminaux d'un film, tu sais, si on les explique d'avance, le message subliminal ne marche plus. C'est ma stratégie pour l'instant. C'est de voir de très près qu'est-ce qui est enseigné, puis essayer de débunker des affaires que c'est de la propagande. Tu sais. Écoute, tu fais tellement bien, Cosmos, parce que moi, je peux te dire, écoute, je fais la même chose avec mes 4 enfants. Tu sais, même que, des fois, c'est difficile, parce que là, eux autres, là, tu sais, ils ont un profond respect pour les professeurs comme en avant, puis ils ont un lien affectif aussi avec ces adultes-là. Puis quand on a des enfants qui n'ont pas de difficulté avec l'adulte, ben c'est ça aussi, tu sais, de remettre en question le discours. Des fois, ça peut être difficile. Fait que tu vois comment est-ce que l'école est instrumentalisée pour inculquer des idéologies comme ça. Tu sais, comme le réchauffement climatique, ça, on en a parlé la semaine passée. Tu sais, c'est la même chose. Tu sais, que le CO2 ou que l'humain est un problème pour la nature, alors que ce qu'on a toujours su, c'est que l'humain faisait partie intégrante de la nature. Tu sais, c'est plein de... C'est des choses qui s'imbriquent ensemble, c'est pas en opposition. Puis, tu sais, puis que le CO2, tu sais, au final, le CO2, c'est le gaz de la vie aussi. Je veux dire, ça, ils apprennent pas ça non plus. Il y a tellement de choses importantes qui appellent. L'économie. Moi, je te rends. C'est tout ce qui a rapport au transgenre. Comment gérer un budget, comment boucler un budget, comment investir, comment accumuler de la valeur, comment faire pour être riche. Ça, c'est une affaire là, qu'à l'école, ils ne montreront jamais. Là. Comment être riche. Comment être indépendant de l'État, comment fonder son entreprise, comment gérer une entreprise. Moi, là, pour moi, ça, c'est les connaissances les plus importantes. Quand mon gars me demandait à quoi il devrait aller, je garde. Peu importe que tu veux. Au cégep, là, va en administration. Apprends comment administrer ta business, c'est la clé de la liberté. Mais on dirait que c'est la dernière affaire que l'école veut, puis je pense que ça n'en dit long. C'est que l'école veut créer à long terme des gens, des petits esclaves obéissants, dépendants de l'État. Tu sais, des gars comme moi qui a des business, là, puis qui ne demandent jamais rien à l'État, là, complètement indépendants, là, qui peut se permettre d'envoyer chier l'État tout le temps, là, c'est pas ça qu'ils veulent. Mais en même temps, nous autres, notre rôle de parents, c'est de faire en sorte que nos enfants puissent être capables d'être indépendants, d'être libres. Donc, parce que, tu sais, les profs... Oui, vas-y. Tu sais, Cosmos, moi, je me rappelle, en secondaire 5, j'ai eu un cours de droit civil et fiscalité. OK, ça, c'était un cours qui se donnait à mon époque. J'ai 47 ans aujourd'hui, là, bientôt 48. Mais tu comprends-tu que là, en ce moment, on est loin de ça? Je ne sais pas si tu te rappelles le cours d'économie familiale. Oui, tout à fait. Puis le cours de technologie, là, c'était comme sciences et techno, un truc comme ça. Ben, c'était pas sciences techno, c'était un autre qualificatif, mais on apprenait à fabriquer des trucs avec des outils. Moi, j'ai capoté là-dessus. Oui, ben oui, certains me rappellent. Hey, j'ai appris à coudre. Mais là, c'est toutes des choses que là, non. Là, c'est important, comme la professeure disait en France tantôt, c'est, tu sais, elle va se faire reprendre par les élèves, ça ne met pas son cœur de pomme dans le bon compartiment de poubelle ou dans... tu sais, on est rendu là. Est-ce qu'il faut... Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on remette en question vraiment toutes les idéologies qui sont inculquées à l'école. Ben aussi, le rôle des parents, à mon avis, c'est de leur faire comprendre aux enfants là, que
ce qu'ils disent à l'école, là, c'est juste un genre de minimum. Comment dire, il faut viser bien plus haut que l'école. Parce que, par exemple, juste en anglais, les cours d'anglais là, à l'école sont faits pour que vous appreniez jamais l'anglais. Vous finissez le secondaire 5, là, c'est yes, no, toaster, that's it. Là. Fait qu'il faut faire nos développements bien au-delà de l'école. Il faut être bien plus compétent en économie que l'école nous dit. Il faut parler bien plus de langues, il faut avoir bien plus de connaissances, avoir bien plus de sources, parce que c'est vraiment fait pour garder les gens idiots. C'est vraiment, à mon avis, c'est vraiment pas assez dur. T'sais, même des fois, là, mettons, j'avais un de mes enfants qui pensait que je vais peut-être couler mon année. Puis tout, j'étais là, voyons donc. T'es-tu le plus épais de ta classe, toi? Non. C'est sûr qu'ils font passer tout le monde. Puis effectivement, jamais... Mais ça, c'est pas normal. Puis moi, ce que je dis souvent, puis on pourrait peut-être conclure là-dessus, c'est qu'on valorise pas assez l'excellence. L'excellence, c'est ça. Parce que regarde, à l'époque, le cours classique, je sais pas si tes parents t'ont déjà parlé de ça. Oui. Tu sais, tous les grands qui ont changé la société québécoise, là, ils ont tous fait le cours classique. René Lévesque, Jacques Parizeau, tous ces gens-là, bon, René Lévesque, en tout cas, on pourra en discuter longtemps, là, mais bref, tous les gens qui ont façonné le Québec de l'époque, là, ils ont tous fait le cours classique, puis c'est plate à dire, mais c'était avec des religieux, parce qu'il y avait une certaine discipline, une rigueur, puis tu sais, c'est ça, tu sais, c'est important qu'on revienne à ces fondamentaux-là, tu sais, de sciences, d'économie, de mathématiques, de langue, d'histoire, le latin, apprendre le latin, l'origine de notre langue, pour s'enraciner dans notre nation, ça prend ça. Mais là, oublie ça, l'école, c'est plus ça, là, du tout. Là. C'est ça. Fait qu'à mon avis, juste pour conclure, ça revient encore plus à la responsabilité des parents. Il ne faut pas penser que, OK, nos enfants sont à l'école, puis plus besoin de les éduquer ou de leur apprendre des choses. Au contraire, parce que l'école les endoctrine, nous autres, il faut faire le travail pour remettre ça en perspective. T'sais. Mais c'est pas normal, ça, Cosma, c'est pas normal. Ah, mais c'est dans le monde qu'on vit, si tu veux. On n'a pas le choix de faire ça, c'est vrai, t'as raison. Hey, c'était super intéressant, on se revoit la semaine prochaine. Merci, le Corbeau. Merci, bye. Ici, je vais vous parler d'un article de peur gratuite, gracieuseté, Journal de Montréal. Et c'est un article qu'on voit d'une manière épisodique dans les médias, un article complètement ridicule, puis je vais vous le démontrer à quel point c'est stupide, cette peur gratuite, mais comme c'est le rôle des médias de faire le plus peur au monde, ben leur faire peur avec un astéroïde potentiellement dangereux qui pourrait frapper la Terre et détruire la civilisation. C'est le fun. Donc, je vous le lis, c'est pas long, là, c'est le Journal de Montréal, c'est stupide, mais je vais vous démontrer à quel point ça n'a aucun sens, puis à chaque fois que vous voyez une nouvelle du genre, pensez à ça. OK, regardez bien ça. Voici le prochain gros astéroïde pourrait frapper la Terre. Voici quand le prochain gros astéroïde pourrait frapper la Terre. Ça va être pour vous petits petits-enfants. Passez le mot. Donc, un astéroïde massif pourrait percuter la Terre dans plusieurs années et ainsi ravager une zone de la taille du Texas. C'est ce que les scientifiques de la NASA ont prédit que ce corps céleste frapperait la Terre en 2182, soit dans 159 ans. Bennu, l'objet géocroiseur orbite autour de la Terre environ tous les 6 ans. L'objet géocroiseur orbite autour de la Terre environ tous les 6 ans. Nous y reviendrons. La NASA le surveille depuis 1999. OK, 1999. Mettez 1999 à l'envers, ça fait 6661. Anyway. L'année où a été découvert pour la première fois, selon un article de l'équipe scientifique d'Osiris Rex. Osiris, OK, la renaissance de Osiris, c'est l'Antéchrist qu'on tente toujours de le faire renaître Osiris par Isis. Osiris et Isis, c'est
C'est extrêmement important pour l'occulte. Tout est là. Tout part de là. C'est ce qu'on tente. On channel Osiris toujours pour le faire revenir. C'est un pharaon, supposément, qui était qui a amené la connaissance sur Terre, qui est, dans le fond, Lucifer. Grosso modo, c'est Osiris. Okay? Puis sa femme, c'est Isis. Donc, l'équipe scientifique d'Osiris, Rex, Bennu n'a qu'une chance sur 2700, soit environ 0,37% d'entrer en collision avec la Terre le 24 septembre 2182. On a environ une chance sur 2700. OK? L'astéroïde a déjà passé près d'entrer en collision avec la Terre à 3 reprises, soit en 1999, 2005, 2011. Selon les observations de la NASA, Bennu fait près de 500 mètres de diamètre et pourrait frapper la surface de notre planète avec la force de 22 bombes atomiques. Ça me surprend qu'il n'ait pas marqué 33 bombes atomiques, ça me aurait fité. Parce que la NASA adore la numérologie. Tout est 666, grosso modo, puis tous les chiffres, on dit... Bon, OK, revenons ici. OK. Parce que là, la NASA, les mondialistes, les médias, ils aiment toujours vous rappeler l'espace, la Lune, aller sur Mars, aller sur la Lune, revenir de la Lune. Ils veulent que vous ayez ça dans la tête. Mais ils veulent pas que vous y pensiez trop. Parce que si vous vous mettez à y penser bien comme du monde, vous vous rendez compte qu'il y a bien des affaires qui font aucun sens. OK? Je vais vous le démontrer ici. Première chose, une chance sur 2700, c'est vraiment insignifiant de nous parler de quelque chose de 2000 dans 159 ans. OK, ça, on comprend qu'il n'y a aucun danger là. Mais où je trouvais intéressant ici, c'est, OK, l'objet géocroiseur, je ne sais pas trop c'est quoi un géocroiseur, mais orbite autour de la Terre environ tous les 6 ans. Mais là, il faut se rappeler, OK, on peut se dire, OK, faut comprendre là dans quel monde ils tentent de nous faire croire qu'on vit là. Faut se rappeler que la Terre, évidemment, tourne sur elle-même. La Terre tourne autour du Soleil. OK? Jusque-là, bon. Fait que là, ils nous disent, donc la Terre est supposément en orbite autour du Soleil, nécessairement. OK? Donc, ce qui fait la gravité dans laquelle les choses sont en orbite, c'est le Soleil. Les choses tournent autour du Soleil. Là, ils nous ont mis, on a une Lune ici qui semblerait tourne autour de notre Terre d'une manière un peu bizarre, puis ça va être encore plus bizarre parce que je vais vous montrer ça. OK? Regardez bien. Fait que là, ça nous dit qu'il y a quelque chose qui est en orbite autour de la Terre, mais la Terre, elle tourne autour du Soleil, là. Fait qu'elle, la Terre, est toujours dans une position différente, là. Fait qu'il y aurait quelque chose qui est en orbite autour de la Terre, une super longue orbite, là, qui est immensément longue à faire le tour. Ça prendrait 6 ans pour revenir autour de nous autres, ou proche de nous autres, puis... Mais nous autres, ça peut juste avoir un certain sens si on se dit, OK, nous autres, on est comme une place immobile, puis il y a quelque chose qui tourne autour de nous autres, ou nous autres, on a un point fixe, puis il y a quelque chose qui s'en va loin, puis qui revient par ici, à ce point-là. Mais il y a une affaire qu'on oublie toujours, c'est que la Terre tourne autour d'elle-même, qu'on nous dit. La Terre tourne autour du Soleil, vous me suivez jusque-là? Mais le Soleil se promène dans l'univers. Le Soleil se promène dans l'univers. Donc, on a la Terre qui tourne sur elle-même, qui tourne autour du Soleil, mais le Soleil, lui, se déplace à la vitesse, selon Google, je demande ici la vitesse du Soleil dans la galaxie. Le Soleil orbite autour du centre de la Voie lactée à 850 000 km/h. Donc, le Soleil, donc, on a la Terre qui tourne sur elle-même, qui tourne autour du Soleil, mais le Soleil se promène à 850 000 km/h.
Et c'est pas tout. On nous dit aussi que la Voie lactée se promène également à des millions de kilomètres heure également. Donc, comment voulez-vous que notre objet, là... OK, je vais vous le mettre en image. OK, ça va mieux en le visualisant. Regardez bien ça. OK. On va couper le son ici. Donc, voici. Ce qu'on nous dit, évidemment, c'est que la Terre tourne sur elle-même. OK? Donc, ça, tout le monde sait ça. On comprend tout ça. Bon. Donc, après ça, on comprend que la Terre tourne autour du Soleil. Donc, ça, c'est le système solaire qu'on connaît. OK? Où on a le Soleil au centre, qui est immense, avec les planètes autour, qui orbitent autour du Soleil. OK? Donc, disons, si on a la Terre ici, par exemple, OK? Donc, on aurait notre objet qui viendrait à tous les 6 ans, il viendrait comme de par là, mettons, là. Puis là, il fait ça, puis il s'en va de même. OK? Mais là, ils ont oublié de calculer dans leur affaire que le Soleil, lui, c'est ça, là. Donc, le Soleil, lui, il s'en va dans l'univers à la vitesse qu'on parlait tantôt de 850 000 km/h. Donc, c'est une vitesse qu'on n'est pas capable de concevoir. Imaginez l'avion supersonique qui va le plus rapidement sur Terre, c'est 22 000 km/h. Donc, ça va plus que 200 fois plus vite que n'importe quoi qu'on est capable de concevoir comme vitesse. Depuis des millions d'années. Depuis des millions d'années, le Soleil, il fly à cette vitesse, puis nous autres, on roule, mais faut qu'on roule, mais en même temps, on est poussé par la tête pour suivre le Soleil. Mais, puis là, la Lune, faut qu'elle nous suive. Fait que la Lune, comment elle tourne autour de nous autres, là, des fois, il faut qu'elle aille encore bien plus vite que 850 000 km/h pour revenir devant nous autres, puis après, il faut qu'elle break. Ben, des affaires bizarres avec la Lune. OK, plus ça nous dit qu'il y a un objet. Puis là, il y a une autre affaire aussi avec ce modèle qui nous explique. Dans ce modèle-là, ben, officiellement, là, toutes les encyclopédies, tout le monde s'entend là-dessus que c'est ça qui se passe. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vérifié ça, quelqu'un qui a double vérifié ça. Nous autres, on n'a pas capable de vérifier ça, mais c'est ça. Mais vous voyez ici, dans le ciel, il y a des étoiles. OK? Fait que là, selon ce modèle-là, nous autres, on traverse l'univers à 850 000 km/h en suivant, en tourbillonnant de toutes les manières. Fait qu'autour de nous autres, chaque fois qu'il y a des étoiles dans le ciel, c'est jamais le même dessin. D'une nuit à l'autre, c'est toujours différent parce que nous autres, on se prend, puis les autres étoiles, possiblement, ils s'en vont aussi. Fait que c'est jamais... C'est pour ça que quand vous regardez les étoiles, c'est pour ça que vous voyez jamais des genres de dessins qu'on pourrait appeler des constellations, puis vous voyez jamais une étoile qui est l'étoile du Nord, qui est toujours à la même place. Ça, c'est impossible. Donc, quand vous sortez dehors, là, vous fumez une cigarette, puis vous regardez les dessins, là, puis vous dites, ça, c'est la grande ours, la petite ours, ça, c'est l'astronomie, ça, moi, je connais les constellations, tout ça. C'est pas vrai, ça. Vous imaginez ça dans votre tête parce que c'est impossible. C'est impossible. Tu sais, c'est comme, il y en a qui pensent que les pyramides d'Égypte ont été construites avec les constellations, puis c'est toujours les mêmes constellations qu'on voit dans le ciel depuis des milliers d'années, puis à chaque soir, on peut revoir les mêmes dessins. Pas vrai, ça. C'est tout dans notre tête. Vous imaginez que c'est le même dessin, mais c'est impossible parce que, regarde, selon ce qu'on nous dit, le Soleil, OK, il va à 850 000 km/h, puis tout est en expansion comme ça, puis nous autres, on tourne comme ça. Oui, puis la Voie lactée. La Voie lactée, elle se promène à quelle vitesse? Attendez que j'aille la vitesse de la galaxie. 670 millions de kilomètres, de mille par heure. Tu sais, fait que c'est impossible, là, ce qu'on nous dit dans le journal, avec cette chance sur 2700 là, de mourir en 2189. Ça, c'est impossible. En 2182, plutôt. Et les constellations, c'est impossible également. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Je ne sais pas c'est quoi l'univers dans lequel on vit exactement. Mais une affaire de sûr, c'est que si les constellations y existent, puis c'est toujours le même dessin, puis il y a des affaires qui viennent nous voir à chaque 75 ans ou quoi,
il y a quelque chose dans... Il y a quelque chose qui fit pas, là, qui additionne pas, là. OK? S'il y a des constellations, ben, peut-être qu'on s'imagine, comme je vous dis, hein. On les imagine dans notre tête, mais dans le fond, c'est toujours des dessins différents. Mais aussi, nous autres, on s'imagine toujours la même affaire, parce que c'est ça qu'ils nous disent. Donc, voilà. C'était mon petit bout hip-hopper, la fin du monde, OK, en 2182. Je pense que ça va être correct. All right? Bye. Tantôt. De retour pour quelques petites nouvelles en vrac. Et puis, parce que je vais avoir besoin d'un petit coup de main de votre part, parce que beaucoup de gens, là, peut-être que vous avez des conservateurs, que vous m'écoutez, votre réseau social favori, c'est X en ce moment. Et puis, avec raison, dans le sens où c'est là qu'il y a le plus de vérité, qu'on peut voir le plus de choses, qu'il y a le moins de censure. Mais c'est vraiment le bordel puis l'enfer pour plusieurs créateurs de contenu, dont moi-même. Puis depuis quelques semaines, c'est pire que jamais. Je suis shadowbanné comme c'est pas possible. Donc, j'ai 8428 abonnés au moment que j'enregistre. Bon, c'est beaucoup plus que j'aurais cru au début. Dans les premières années, j'ai été longtemps à 500 abonnés, mais ça a monté tranquillement pendant 3 ans. Très, très, très tranquillement. Puis là, bon, de peine et de misère, j'étais à 8400. C'est un chiffre respectable, tu sais, bon. Mais bon. Fait que là, je m'attendais, dans le temps là, que j'avais 3-4 000 abonnés ou 3 000, avant qu'Elon Musk achète, quand je postais quelque chose, n'importe quoi que je postais, les gens qui me suivaient pouvaient voir ce que je postais. À peu près, tu sais, si j'avais 3000 abonnés, je postais quelque chose, je pouvais avoir 1000, 1500 vues, 2000 vues, sur n'importe quoi, même si c'était insignifiant. C'était le monde qui me suivait, pouvait me voir. Maintenant, j'ai 8428 abonnés, mais je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à Cosmos Info, c'est A commercial Cosmos Capitaine. Parce que ça ne changera absolument rien dans votre vie. Vous ne me verrez jamais passer. Vous allez être abonné, mais pour voir ce que j'écris, je pense qu'il faut que vous veniez directement sur mon profil. Bien, des fois, je suis tellement shadowbanné. Je fais des tweets, je le tweet, il apparaît même pas dans mon profil, dans mes posts. Il est complètement invisible. Juste pour vous montrer à quel point je suis invisible. Mettons, quand je fais un post ici, j'ai cité Billboard Chris pour... donc, je marque ici, la police de Victoria, en Colombie-Britannique, a décidé que la liberté d'expression était trop gênante pour elle. Donc, je traduisais Billboard Chris. En 18 heures, 250 impressions, 250 vues sur ce tweet-là. Donc, 8400 abonnés, seulement 250 personnes sur les 8000 ont vu ça. Un autre exemple ici, ça c'est un montage que j'ai fait moi-même, que je vous ai passé tantôt, un bon montage avec de la musique, avec des images super spectaculaires. J'ai eu 63 likes, 20 retweets. Ça, 20 retweets, c'est pas si mal, ça devrait faire des milliers de vues. Mais en nombre d'impressions, au total, avec mon vidéo montage original, 1359 vues sur 8000 abonnés. Puis ça, c'est hot, là. Un autre tweet que j'ai fait, 289 vues. Donc, si je fais un tweet normal, je vais être vu à peu près 200 fois. Tu sais, bon, il y en a que c'est plus. Des fois, quand je fais des retweets, bon, regarde, un autre tweet que j'ai fait, 700. Ça, c'est un petit peu mieux. Mais c'est très souvent dans les 200 vues quand je fais un tweet. Comme par exemple, la dernière émission du Duo Majestic qui est directement sur X. Puis on peut se dire, bon, ben c'est bon, on peut mettre des vidéos sur X long. 600 impressions, 317 vues sur 8400 abonnés. Donc, je suis complètement invisible sur Twitter. Ça m'écoeure parce que au début, Elon Musk nous faisait miroiter que c'était pour être bien puis que c'était mieux pour les conservateurs. Mais si tu dis vraiment la vérité puis que tu es d'un genre de Capitaine Cosmos, même si tu as 8000 abonnés, personne va les voir tes tweets. Donc, si j'en ai un, bon, il a été vu 2000 fois celle-là où je retweetais ou avec une citation. Puis j'incitais les gens à retweeter. Puis je demandais à Anthony Cavana de participer au bye-bye de Games & Roses. Anthony, si t'écoutes ça, on aimerait ça que tu sois dans le show, on t'aime bien. T'as été un des seuls humoristes québécois que t'es tenu de droit. Donc, on aimerait ça que tu sois avec nous. Donc, c'est ça. Donc, pour certaines fois, ça va bien. Tu sais, comme Vidoc Renaco, quand il a posté cette vidéo-là du gala des Gémeaux, 277 000 vues, ça c'est hot. Mais Capitaine Cosmos, s'il fait un tweet, même si c'est bon, même s'il se force, garde 800 vues, entre 200 puis 800. Des fois c'est un peu plus, mais comme cette semaine, les tweets de hier, avant-hier,
200 vues sur 8400, j'ai calculé, ça fait 2% de mes abonnés voient mes tweets. 2%. Donc, le shadow ban est vraiment agressif, dégueulasse. Puis, si vous êtes capable de m'aider à ce que je sois un peu plus connu, parce que, tu sais, je l'ai vraiment pas eu facile. Je suis parti de zéro, puis ça a été très long avant que je monte. Je commence à bâtir quelque chose, mais je sens que les algorithmes tentent de freiner ma montée. Fait que si vous pouvez parler de moi à quelqu'un que vous connaissez, partager mes affaires sur Facebook, ou vous pouvez télécharger mes affaires, les reposter. Tout est bon. Parce que je sens que c'est comme un plateau sur X. Ça fait longtemps que j'étais à 8400. Ça monte plus. Je suis invisible. Je suis shadowban. Et puis, c'est très triste tout ça. Donc, il y en a qui ont décidé d'essayer de m'aider pour que je puisse continuer, pour que je ne sois pas découragé avec ces chiffres tout à fait insignifiants que X, Elon Musk tente de me répresser. Il y en a qui m'ont fait un don à Cosmos Show, à commercial protonmail.com. Vous voyez, Cosmos Show, 2 S collés, à commercial protonmail.com. La réponse au transfert Interact, c'est Cosmos. La question, c'est qui le meilleur? Réponse Cosmos. Ou n'importe quoi. Puis vous pouvez me faire un petit message, évidemment, quand vous m'écrivez. Ça va toujours me faire plaisir de vous lire. Donc voilà. Puis je veux remercier les quelques personnes qui ont décidé de m'encourager. Il y a Annick O qui m'a donné 50$. Charles-Philippe O également. Un autre O, c'est pas la même famille. O, 10$ lui. Ghislaine S, 25$. Yuri J, 20$. Yvon B, 5$. Et Laurent R, 30$. C'est ceux qui ont contribué au Cosmos Show cette semaine, mais pas juste au Cosmos Show, pas que. Donc ça fait 150$ ma paye cette semaine pour 3 chroniques avec Petit Albert dans le retour numéro 1 de la Complosphère, Petit Albert et les Extraordinaires. À 16h30, je suis là avec Petit Albert. Un duo majestique de 2 heures, les mardis soirs, 21h, ainsi que le Cosmos Show. Puis, vous financez également mes Popstars et l'Occulte une fois par mois. Puis, ce mois-ci, ça sera un spécial Stanley Kubrick de Shining pour ceux qui me soutiennent sur Locals. Donc, voilà. 150$ pour tout ça. Donc, j'ai calculé ça. Je travaille environ à 5$ de l'heure pour vous. Puis je pense que je vous en donne pour votre argent, pour 5$ de l'heure. Donc, s'il y en a qui, la semaine prochaine, veulent contribuer à ma paye, à ce qu'on ait plus de shows meilleurs, plus tight, que je puisse passer plus de temps, puis que surtout je puisse justifier mon temps à ma boss, Madame Cosmos, ben, ça serait très apprécié parce que les temps sont durs, mais le cœur à bonne place, puis je l'ai fait 2 ans bénévole. Je vais continuer, je vais essayer de bâtir quelque chose parce que X m'aide vraiment, vraiment pas. Maintenant, dans les autres petites nouvelles rapides, parce que YouTube, c'est la même affaire. YouTube me déteste, puis regarde, la semaine passée, ils m'ont banni à la dernière seconde, puis ils ont coupé mon affaire en deux, ils l'ont censuré, mes chiffres étaient pas bons la semaine passée sur YouTube. Mais par contre, Rumble est super champion, je vous montre la différence. Rumble, les vidéos que j'ai mis sur Rumble, le dernier duo majestique est quand même sur Rumble 1676 vues. Je crois que c'est plus que sur YouTube, sur le YouTube de Petit Albert. Mon émission de la semaine passée, XXX Files, a battu mes records sur Rumble, près de 3000 vues, 2969 vues. Donc, c'est beaucoup plus que YouTube. Sur YouTube, cette émission-là, la semaine passée, a été vue environ 1100 fois sur une version live, puis un autre 800 fois. Environ 1800 fois au total de YouTube. Mais j'ai presque le double sur Rumble. Donc, Rumble, c'est vraiment la place pour le futur. Si vous êtes en France, trouvez-vous un VPN pour être capable d'avoir Rumble, parce que c'est là que ça se passe. Ça va prendre des VPN à tout le monde tout le temps, parce que la censure est toujours de plus en plus. Parce que là, ce qu'on voit ici, vous savez, je vous ai parlé de Russell Brand, évidemment, qu'il y a des accusatrices anonymes qui l'accusent de mauvais traitements sexuels, entre autres, dans le passé. Pour l'instant, la police n'intervient pas. On verra dans le futur. Pour l'instant, on tente de le détruire. YouTube a démonétisé sa chaîne. Donc, étant donné qu'il a été accusé sans fondement d'un crime, ben là, YouTube, il enlève ses revenus publicitaires. Mais par contre, ce même YouTube garde les droits publicitaires, puis les chaînes ont continué d'être monétisées pour, par exemple, Snoop Dogg, qui est un ancien criminel, Cardi B, qui a avoué avoir drogué pour voler ses clients, donc a fait des agressions sexuelles également en droguant ses clients en tant que prostituée escorte,
Elle a avoué ça. Elle, sa chaîne est complètement monétisée. Tous les rappers qui ont été en prison continuent à faire de l'argent avec leur YouTube. Même R. Kelly qui est en prison pour viol, ses chansons sont encore monétisées sur YouTube. Mais par contre, lui, si on a quelqu'un de droite qui est accusé sans fondement, ben là, lui, on va le démonétiser. Et c'est les parlements, les gouvernements qui mettent de la pression sur les réseaux sociaux et Rumble s'en tire champion ici. Parce que ce qu'on apprend, c'est que le gouvernement anglais a envoyé une lettre à Rumble pour leur demander de démonétiser la chaîne de Russell Brand. Donc, ils ont envoyé la même chose également à X. Donc, le Parlement britannique a envoyé des lettres à TikTok et Rumble pour exprimer leur crainte quant au fait que le comédien Russell Brand pourrait profiter des plateformes. Je m'écris au sujet des graves allégations concernant Russell Brand dans le contexte d'un utilisateur de TikTok avec plus de 2,2 millions d'abonnés sur la plateforme, a commenté la lettre à Theo Bergman, directeur des relations gouvernementales de TikTok Europe. Le lendemain après l'envoi de la lettre par TikTok, Rumble a reçu une lettre similaire notant que 1,4 million d'abonnés de Brand sur la plateforme et demandait si Rumble a l'intention de se joindre à YouTube pour suspendre la capacité de Brand à gagner de l'argent sur la plateforme. Donc, si vous parlez contre le gouvernement va tenter de vous couper vos sources de revenus de toutes les manières possibles. Et Rumble dit non, parce que c'est pas dans leur culture. Eux autres, ils se tiennent, sont des fondamentalistes de la liberté d'expression, pratiquement. En tout cas, c'est beaucoup plus libre, puis c'est leur marque de commerce, puis ils se tiennent devant les gouvernements. La France avait demandé à Rumble de bannir certains comptes. Rumble ont dit non. Ben là, la France a décidé de bannir Rumble sur le territoire français. Ça sera peut-être la même chose en Angleterre, parce que Rumble a décidé d'envoyer chier le gouvernement anglais. Donc, c'est fantastique tout ça. Donc, Rumble répond donc, ils disent qu'ils ont reçu une lettre pour demander la suspension, puis ils feront pas ça. Ils tiennent avec Russell Brand, et ce sera que les accusations en cours qui pourront le faire tomber. Puis même là, c'est pas parce que quelqu'un est accusé de quelque chose qu'il ne peut plus travailler dans la vie. OK? Autre histoire intéressante ici, je sais que ceux qui m'écoutez, vous écoutez aussi mon ami, oui, collègue, ami et collègue, oui, quelqu'un que j'aime beaucoup, Alex Cossette-Trudel également, vous l'écoutez le dimanche soir à 17h17, comme plus de 100 000 personnes. Regarde, c'est un phénomène incroyable. Je rêve d'avoir l'auditoire de Alex Cossette-Trudel, mais quoi, je suis pas aussi tight, je suis pas aussi bon. Peut-être un jour, qui sait, quand il y aura tellement plus de monde réveillé. Mais Alex Cossette, on l'aime beaucoup. Puis dans les dernières semaines, puis depuis à peu près 2 ans, il nous dit que c'est Michelle Obama qui va arriver puis qui va remplacer Joe Biden à pied levé. OK? Puis ça a bien du bon sens. On l'écoute là-dessus, puis on fait oui, ça a du sens. Mais là, il y a quelqu'un de très fameux, très connu, très influent aux États-Unis, chez les républicains, c'est Ted Cruz, le gouverneur, c'est-tu le gouverneur du Texas, quoi, un politicien du Texas, Ted Cruz, sénateur du Texas plutôt. Ted Cruz, il est dans un podcast, puis il va nous expliquer ça ici, que c'est ça qu'il pense, puis que, donc il va faire tout... Il comprend que depuis que les médias ont commencé à envoyer Joe Biden en dessous de l'autobus, ça sent la fin. Regarde, il est plus là cognitivement, il est plus capable de retrouver ses souliers, il est plus capable de finir ses discours, il est fini, c'est clair pour tout le monde. Les démocrates, ils vont vouloir s'en débarrasser. Puis là, il va faire la théorie, OK, si on fait ça maintenant, parce que pour les primaires, c'est à partir de dans un mois que dans certains États, il faut déposer notre candidature. Donc, ça commencerait à peu près à mi-octobre, le 16 octobre, dans le premier État où il faut se déclarer. Fait que là, selon ses prédictions, les médias vont mettre beaucoup de pression pour convaincre Biden de se retirer, puis qu'il y ait une course à la chefferie. Puis là, il y aurait 4 candidats. Il y aurait Elizabeth Warren, il y aurait Pete Buttigieg, il y aurait Pocahontas, Elizabeth Warren, Gavin Newsom et, j'en oublie un, Kamala Harris, évidemment, la vice-présidente. Il y aurait ces 4-là. Mais les 4, ça marcherait pas. OK, les 4, ça s'en va à l'abattoir, puis il y aurait juste une personne qui pourrait arriver
Puis je vais vous le mettre ici. C'est sous-titré. Je vais en traduire un petit bout. On y va comme ça. In August of 2024, the Democrat kingmakers jettison Joe Biden and parachute in Michelle Obama. And I want you to pause and reflect on that. Oh, I'm pausing and I'm reflecting and so is everybody else listening right now. I view this as a very serious danger. I'm smiling right now because it terrifies me, and I also could totally see this happening. So, Michelle Obama, number one, you don't infuriate African-American women, which is a critical part of the constituency that Democrats are relying on to win. But number two, you avoid the problem. If you pick from any of the four, the other three are pissed because they're all, to some extent, peers, they're rivals, they're all jabbing knives at each other. Michelle Obama, because she was First Lady, has the ability to kind of parachute in above all four and say, hey, we're not picking among any of you. You guys can all fight it out next time. You're all going to be on the same level. We're coming. This is the Obamas saving the day. And I think in terms of a solution that unifies Democrats, there ain't nothing like that. I also think Michelle is not all that eager to run for president. But to parachute in August of 24, a couple of months before the presidency, and suddenly wake up and be president? Not a bad gig. It's not a bad gig at all. Now, would she do it? I don't know. I've met Michelle, but I don't know her personally in any meaningful way. I don't know if she would do it. I do think Barack Obama is already running the Biden administration. I think he is already the puppet master behind this Biden White House. I don't think Joe Biden is the decision maker. And so when I see the media turning on Joe Biden right now, I think the odds of Michelle Obama parachuting in August of 2024 have risen dramatically, and that ought to scare the hell out of anyone who is unhappy about the direction this country is going and doesn't want us to go even crazier in an even worse direction. I want to tell you about our friends at Pay. Donc, on a notre ami Ted Cruz ici qui valide la théorie de notre autre ami Alexis Cossette-Trudel de Radio-Québec qui pense que lui, selon sa théorie, parce qu'il pense pas exactement comme Alexis, là, attention. Selon sa théorie, c'est qu'on tenterait de diminuer l'importance de Joe Biden pour qu'il ne se représente pas. Mais on étirerait ça jusqu'à l'été prochain. Et puis, au congrès du mois d'août 2024, là, on dirait pour des raisons de santé, OK, quelque chose de... Il va décider... C'est très, très facile de comprendre des raisons de santé. Il pourrait le dire n'importe quelle journée. On pourrait... Ben oui, on comprend très bien. La démence. OK, il va s'en aller sous le soleil couchant. Comme Luc et Luc, on ne le reverra plus jamais. Donc, à l'été, au mois de juillet, OK, c'est terminé pour Joe Biden. Là, il y a le congrès. Et puis là, les démocrates sont très bons pour trouver des manières. Ils ont des super délégués qui peuvent se mettre ensemble, puis pas, comme un peu comme le Parti conservateur du Canada, pas écouter la base, puis y aller. Donc, on serait à quelques mois de l'élection. On serait en août 2024. Les élections sont en novembre. Selon Ted Cruz, Michelle Big Mike Obama arriverait en parachuté par le parti comme la grande sauveuse, les Obama qui viennent sauver la situation. Puis là, on pousse, on fait une grosse vague pour arriver à l'élection. Par contre, ce qui différencie Ted Cruz d'Alexis, évidemment, c'est que Ted Cruz, lui, il croit que c'est Obama, Barack Obama, le grand marionnettiste derrière Joe Biden. Alexis, lui, il pense que c'est les patriotes ou Donald Trump qui le manipulent pour, dans des endroits stratégiques pour qu'il signe des choses. L'avenir nous le dira. Donc, on a Ted Cruz et Alexis qui s'entendent que la prochaine qui va remplacer Joe Biden sera Michelle Obama. À savoir qui contrôle Joe Biden en ce moment, c'est là que la question se pose. Et bien voilà. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé le show. Cosmos Show du 21 septembre. Et voilà, c'est comme ça que j'ai vu l'actualité. Il y a beaucoup de choses. Donc, on ne manquait pas
Petit Albert et les Extraordinaires, du lundi au mercredi, de 16h à 18h. Quel show on a eu mercredi avec la marche. C'était incroyable, tout le monde qui était là. Super show. Si vous n'avez pas vu ces shows-là, abonnez-vous à la page YouTube de Petit Albert. Et quand vous sortez du bureau, vous mettez votre application, vous mettez ça dans votre auto, c'est votre nouvelle habitude. Et puis, on est les mardis soirs, 21h, encore une fois avec Petit Albert, le duo Majestic, l'émission légendaire. Et l'émission que vous écoutez présentement, le Cosmos Show, tous les jeudis, 22h, mesdames, messieurs. Le rendez-vous des gens branchés, vous êtes là, merci de commenter, j'étais avec vous autres dans le chat, vous êtes super à suivre. J'espère que Pauline Cantrell est avec nous autres, Marie aime la vie, Maude au naturel, Patty, es-tu dans le chat, tout le monde est là, j'espère que le monde a du fun. Je vous aime bien gros, c'est pour ça que je vous fais ça, c'est pour ça que je continue, même à 5$ de l'heure. Parce que je me dis un jour, je vais être à 10$ de l'heure. Puis un jour, peut-être même 30$ de l'heure. On peut se permettre de rêver. On est en montée. Si vous êtes capable de m'aider d'une certaine manière, ça serait très, très apprécié. Que ce soit en mettant des pouces, des partages sur vos pages. Parlez de moi à vos parents, à vos amis, à vos ex-blondes, à tout le monde. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un coup de main. Parce que c'est ensemble qu'on peut gagner. Parce que tout seul, hein? Donc, on se serre les coudes, toute la gang. Vous me suivez sur Telegram, vous me suivez sur Odyssey, vous me suivez sur Rumble, vous me suivez sur X, même si ça sert à rien. Vous me suivez sur YouTube. C'était votre ami Capitaine Cosmos. On se revoit la semaine prochaine.